à tous, bienvenue pour ce 24e épisode de la 7e saison de Cold Facts. On commence forcément cet épisode par le bilan des deux clubs en vacances. En ce qui nous concerne, d'abord Genève Servette et puis ensuite l'HC Bienne avec Lyndon Viglino comme invité pour discuter du club zélandais. On enchaîne ensuite avec Fribourg qui rencontrera Berne en quart de finale des playoffs pour un superbe derby des Zeringen. On va voir les forces en présence des deux côtés, comment Fribourg a fini cette saison. Après, on part sur Lausanne, sans oublier ce qui nous a fait mousser, bien entendu, mais on parle du Lausanne Hockey Club qui ne connaît pas encore son adversaire, puisque ce sera déterminé à la sortie du play-in, à savoir entre le 8e, le 9e ou le 10e, puisque Lausanne ne peut pas jouer contre Cloton, 7e de la saison régulière. Puis on termine avec Ajoie, et évidemment on va parler aussi de Lugano, puisqu'on aura droit au play-out très vraisemblablement entre les deux clubs, puisque Viège mène 3-0 dans sa série de demi-finale de Swiss League et que donc il devrait y avoir le play-out. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, ça va bien. Avant de commencer par le déroulé de notre épisode, on va dire normal, petit rappel aux personnes inscrites pour notre épisode en direct la semaine prochaine à Puy-Doux à la brasserie de Dr Gabs. On en reparlera un petit peu plus tard dans la section sur Dr Gabs, mais j'en parle aussi ici. On va vous donner rendez-vous dès 17h30, 17h45. On aimerait commencer l'épisode. Malheureusement, on a un invité, ça c'est les aléas du direct. Une fois qu'on peut le dire, on a un invité qui est très heureux de se joindre à nous, mais malheureusement il ne peut pas venir au-delà de 18h parce qu'il a un autre rendez-vous. Pour l'heure, on garde son identité secrète parce qu'on sait, on veut pas décevoir les gens, mais on essaie de vous concocter ça. Une chose est certaine, par contre, on aura Benjamin Antonetti qui sera notre fil rouge sur cet épisode, et sinon on se réjouit de vous rencontrer à cette occasion. En tout cas, nous, on essaie de mettre ça en place et de faire un moment sympa avec vous. On a quelques personnes en liste d'attente, donc si vous êtes inscrits et que vous ne pouvez pas être présent, merci de nous en informer. Comme ça, pour l'instant, il n'y a personne qui s'est désisté, mais... Voilà, et on espère qu'il n'y aura pas trop de no-show. On compte sur vous. Voilà, maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses. No-show, je trouve que ça, c'est une bonne transition avec Genève Servette. C'est une très bonne transition avec Genève Servette, ouais. Parce que c'était un no-show contre Berne qui finalement a débouché sur un no-show pour la saison avec ses vacances. Ça a été le show contre Lugano. Ouais. Mais c'est vrai que 2 jours après, pour finalement la phrase de Yorick Trey, je trouve, dans les catacombes de la Post-Finance Arena, en disant c'est la preuve qu'on ne doit jamais compter sur les autres. Et là, ce soir-là, Genève, de toute façon, a rien fait pour mériter qu'on lui sorte une épine du pied, en perdant franchement de manière assez, je sais pas si lamentable c'est le bon mot, mais j'avais honteux, mais c'était aussi fort, c'était de manière franchement pas professionnelle peut-être, pauvre à Berne 5-1. Il y a cette erreur d'Artikainen en toute fin de premier tiers qui plombe un petit peu le match. C'est malheureux que ça lui tombe dessus, mais voilà. Son dernier match avec Berne, avec Genève. Avec Genève à Berne. Et oui, Genève qui doit aller se sauver à Berne. Les Genevois me contrediront pas au moment de savoir, enfin, au moment de dire que c'est le pire endroit où aller se sauver finalement. C'est en gros les Gaulois doivent aller se sauver à Alésia. Ça va pas se passer bien, pas très bien se passer. Donc voilà. Saison franchement ratée, on va pas se mentir, on l'a dit toute la saison, et en un sens, moi je me demande dans quelle mesure c'est pas mérité finalement pour cette équipe qui certes a fait une bonne fin de saison, mais a juste allumé le moteur beaucoup trop tard. Moi, ces saisons de rattrapage, des fois, à la différence de Fribourg, si on peut prendre comme exemple le fait que Fribourg était 11e le 21 décembre, et finalement termine 6e, donc oui, superbe remontée, avec un autre état d'esprit, avec ça, est-ce que Genève aurait dû aller faire la Coupe Spengler mais il y avait eu tout ce souci de la Coupe d'Europe. Il y avait quand même eu cette fatigue-là. Il y avait eu le fait de devoir jouer au début de saison à l'extérieur et puis d'avoir tous ces matchs à la maison qui venaient. Je crois que c'est Marc Gauci qui disait le mois de janvier, finalement, avec 17 matchs ou je sais plus combien, mais vraiment un gros total
de matchs à jouer. Et quand tu dois, sur ces 17 matchs, quand tu dois en gagner 2 tiers, je ne sais pas combien, hein, pour remonter, même des fois un peu plus, eh ben, ça te met une pression supplémentaire. Et on se rappelle aussi qu'un Mannion, par exemple, a eu ce geste très malheureux envers un arbitre ou à un moment où il aurait été extrêmement utile au club. Yorick Trey, il y a eu cette histoire de coach, après d'assistant, puis après duo d'assistants, puis après confirmé comme coach principal, puis après confirmé comme coach pour la saison prochaine. On a l'impression qu'une fois qu'il était confirmé pour la saison prochaine, ça a coïncidé aussi avec une sorte de remise en ligne de Genève. Alors pas sur tous les matchs, mais que ça allait quand même un peu plus droit, on va dire. Mais beaucoup trop tard, ouais, c'est juste le seul constat qu'on est obligé de faire. Mais ouais, la faillite des leaders pour moi tout au long de la saison, à part Mannion, Artikainen, Granlund qui ont été au-dessus du lot. Mais finalement, on peut... Lennström a été bon sur la fin. Lennström a été bon sur la fin, on pourra en parler sur Lausanne. Finalement, d'avoir tous tes meilleurs compteurs qui soient à ce point haut dans le classement, avec Mannion 3e compteur, Artikainen 6, Granlund 7, bah ça cache un peu le fait que derrière, à part Praplan, il n'y a pas grand chose qui a bien fonctionné. Et finalement, c'est symptomatique d'une équipe qui n'est pas terrible, quoi. Et on l'a vraiment vu, on l'a thématisé tout au long de la saison. Il y a un Robert Mayer qui fait une bonne fin de saison, mais bah voilà, là aussi, ils ont perdu trop de points par-ci par-là, où sur le moment t'en rigoles un peu, on a perdu 2 points à Lang là, encore, bah ouais, mais au final ces petits points perdus à gauche à droite entre septembre et mi-janvier, on va dire ça comme ça, ben voilà, finalement la punition elle tombe maintenant, à savoir une élimination avant même le play-in. Alors tu me diras, à un moment on parlait presque de play-out contre Ajoa, donc est-ce que c'est presque une bonne nouvelle au final, j'en sais rien, mais Genève Servette va devoir tirer les conséquences surtout de cet échec, de ce nouvel échec, parce que finalement il y a un petit peu le titre européen de l'année passée qui vient cacher un tout petit peu le fiasco la saison dernière, parce que la saison dernière Genève n'est de nouveau pas en play-off, et la saison d'avant, bon, il y a le titre, et l'année d'avant il y a de nouveau pas de play-off, et ça fait 3 ans en 4 où Genève Servette n'est pas présent au moment des séries éliminatoires. C'est un peu tout ou rien. Ouais, et j'ai pas envie de jouer au jeu. Tu préfères un titre et 3 éliminations avant les playoffs. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. 4 quarts finales. Mais... Là, c'est pas parce que maintenant ils en ont raté 2 qu'ils vont gagner le titre l'année prochaine sous prétexte qu'ils ont. Enfin, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Absolument. En fait. Début de saison, tu recommences à 0 et puis c'est finalement comme de dire mais ça fait 40 ans que je joue les mêmes numéros à la loterie. Il y a pas plus de chances que tu joues que tu gagnes la fois d'après. Et là, en fait, on va recommencer à 0 l'année prochaine et Margotti a du boulot cet été, je pense, parce qu'on voit vraiment que ça faisait vraiment la fin de cycle du côté de Genève. Mais moi, ce qui m'embête un peu quand on parle de fin de cycle comme ça, je dis pas que c'est pas une critique à ton égard, c'est plutôt que on pouvait pas le dire avant. En fait, on le dit maintenant, puis on dresse le bilan, puis on a l'air toujours plus malin après. Et puis, tout à fait. Des fois, ça aurait été bien parce que dans les pronostics d'avant-saison, on les mettait plutôt dans le top 4. On regardait le contingent, on se disait ouais, punaise, il y a Spacek qui finalement a été un flop. Mais ça, tu l'avais aussi dit. Tu avais dit, ouais, on espère qu'il faudra un gars à 30% pour s'occuper de lui. Je me rappelle bien sûr que tu parlais de ça. Mais on se disait, waouh, Mannion, Artikainen, Granlund, c'était la meilleure ligne que tu pouvais avoir en Suisse sans aucun problème. Il y a eu évidemment la blessure de Noah Rod qui était un gros coup dur finalement, parce que l'impact qu'il a dans tous les aspects de Genève Servette, bien évidemment. Mais tu dois quand même, malgré tout, même sans Noah Rod, t'en sortir. Même sans Noah Rod, tu dois pouvoir faire top 6, être champion après. Peut-être le mec qui te manque pour passer les demi-finales au truc, ça peut être lui, absolument. Maintenant, Vatanen fait une saison dégoûtante. Puis à un moment, il est annoncé malade, puis on se dit, mais il a eu quoi? Une mononucléose, un truc? Enfin, chaque fois, c'était un peu... mais on avait presque un raisonnement complotiste en disant, mais est-ce qu'il est vraiment malade? On commençait à douter du truc, ce qui est jamais très bon.
Alors que normalement, les gars, on sait, lui, il a une commotion, lui, il a mal à l'épaule, lui, il a un truc. Et c'est assez clair. Mais là, c'était un peu, on est sûr, ou c'est juste parce qu'il est pas bon, puis qu'on n'ose pas le dire, et puis qu'on veut pas l'annoncer pour pas le blesser dans son orgueil, ou je sais pas quoi. Toujours est-il que Vatanen, c'était totalement insuffisant comme production, alors que c'est censé être, on va dire, si son pédigré est respecté, le meilleur défenseur offensif du championnat de Suisse. Ouais, et puis au niveau des attaquants, ça n'a pas fonctionné non plus, parce qu'on parlait des 3 Finlandais, très bien, 25 buts, 21 buts, 16 buts, c'est parfait, t'as besoin de rien de plus, mais derrière, après, t'as Praplan, comme tu disais, à 15, c'est les seuls 4 joueurs au-delà de 10 buts cette saison. Et derrière, t'as Pouliot, 9, alors certes, vu qu'il a joué que 36 matchs, et que tu extrapoles sur 52, il fait une saison qui est dans les parages de ce que fait Praplanche. C'est vraiment pas du côté de Pouliot qu'il faut aller chercher les raisons de cet échec. Mais après, Joris à 9, Bertaggi à 8, Bernie 7, Lennström 4. Et après, tu as Richard 4 dans les buts, toujours. Ouais. Ben voilà, Tanner Richard, il a franchement pas été bon cette saison, même s'il a 17 points. Son impact sur le jeu, t'as l'impression qu'il se réveillait chaque matin de derby contre Lausanne, ça l'excitait un petit peu, puis il était bon. Ou du moins, il avait un impact. Le reste du temps, il était moyen. Les étrangers, ça, hormis les 3 dont on a parlé, et Lennström en fin de saison, ça a été compliqué. Gauchi a fait quand même un peu de bricolage tout au long de la saison, avec Timashov, avec Palvé, avec Ranta qui débarque en cours de saison. Il n'y a pas eu de stabilité à Genève. Il y a eu ces contrats d'1 mois. Et déjà, Genève est une équipe qui a eu pas mal de blessés. Ishii a manqué une bonne partie de la saison. En fin de saison, il a été bon. On voit ce qu'il peut apporter, ce joueur. Mais voilà, il a eu une commotion. Tu peux pas la mettre sur le dos du directeur sportif. C'est là aussi un peu la faute à pas de chance. Et on a beaucoup dit, Ishii est tout le temps blessé. Mais là, c'est une commotion et ça peut arriver à n'importe qui. Donc là, on doit peut-être aussi se dire, voilà, mais c'est pas parce qu'il te manque Luca Ishii pendant 30 matchs que tu dois être 12e en fin de saison régulière. Je pense que c'est pas recevable. Par contre, oui, Genève a eu de la peine à avoir une équipe complète durant de nombreux matchs, et il a fallu attendre la toute fin de saison pour avoir un line-up qui tient la route tout le temps le même. Des fois il y avait des blessés, des fois il y avait des suspendus, je pense à Maninen. Artikainen joue 42 matchs, Granlund 39. Maninen les joue tous à part les 5 où il est suspendu, donc lui au moins c'était la valeur sûre. Mais derrière il y a plein de petites choses qui n'ont pas fonctionné, et si on ajoute à ça, et on l'avait dit en début de saison quand même, et je crois que Marc Gauthier n'était pas d'accord avec cette théorie, et c'est son droit et je respecte son avis, mais de rentrer dans ta saison avec ton coach en fin de contrat et d'avoir rien au-delà, lui il dit mais je comprends pas, c'est pas un problème. Alors à l'époque il m'en avait, je crois que je l'avais même écrit, il dit mais Crawford aussi à Zurich rentre en fin de contrat. Alors bon là ça s'est passé différemment pour Crawford, il a eu ses problèmes de santé. Mais en même temps, Crawford, il sort d'un titre de champion avec... Et puis, il n'a pas le même âge non plus. Ouais, il n'a pas le même âge, il n'a pas la même aura. Il sort d'un titre de champion avec Zurich. Tu me diras, ouais, mais Genève a gagné la Coupe d'Europe. Ouais, je sais pas. J'arrive pas à comparer les deux cas. Et je trouve que Crawford, en fait, lui, d'être en fin de contrat, je pense qu'il y en a un peu rien à battre. D'avoir un Cadieux qui est... Finalement, à aucun moment, tu lui montres que tu as confiance en lui pour la suite. Ouais. Ça veut pas dire que t'as pas confiance à lui pour le moment présent, mais ça veut dire mais pour la suite je sais pas trop, on en reparlera un petit peu plus tard des rumeurs qui circulent ou pas, on verra, mais ça veut quand même dire que t'attends peut-être un petit peu mieux ailleurs, et les joueurs je pense qu'ils le sentent aussi finalement, donc est-ce que... j'ai l'impression que pour faire écho à ce que tu dis et pour reprendre je m'approprie pas les propos de Geoffrey Vauclair, mais il dit souvent, et les autres anciens joueurs le disent des fois, cette espèce de stabilité, de savoir qui est le chef, d'avoir cette incertitude autour de ton coach, il reste ou il reste pas. Est-ce que, et ça c'est un peu comme, j'ai l'impression que c'est un peu comme avec des enfants, si tu leur mets pas un cadre, finalement, c'est pas qu'ils font n'importe quoi, mais il y a peut-être ce côté où tu sais pas. Est-ce que tu peux te permettre certaines choses? Est-ce que tu peux pas te permettre certaines choses? J'ai pas l'impression qu'il y a forcément des grandes divas. J'ai beaucoup aimé le sondage fait par Blick auprès de 160 joueurs, je crois, de National League sur les joueurs, et plein de thèmes, et notamment il y avait ce fameux thème des divas, et c'est Chris Domenico qui est arrivé très très en avance sur les autres avec 32 voix pour. Je crois pas que Genève, il y en avait beaucoup, et pourtant on pourrait se dire que
peut-être qu'un Vatanen, est-ce que ça pourrait être une diva parce que il sait ce qu'il vaut? Est-ce que Artikainen et tout, mais on avait l'impression que non, ils jouaient quand même assez à leur niveau. Granlund, par contre, c'est vrai que lors du dernier match, quand il fait ça, il va beugler vers l'arbitre et il se fait expulser. Nom de bleu, tu aides pas ton équipe là. Et ça, le côté, ça donne un peu l'impression, je m'en vais, hein. Les gars, moi je vous laisse. Il y a 4-0, je sais plus combien il y avait dans le match, et on dit ouais, c'est bon, moi, ciao bonne. Ouais, il a hurlé sur l'arbitre. Puis ça, c'est dommage parce que tu t'attends quand même à une sorte de je reste avec, on va perdre ensemble, quoi. Ma foi, ça arrive. Bon, on se projette. J'aimerais savoir est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs qui vont parce que les contrats, il y en a certains qui arrivent en échéance, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu pourrais voir des joueurs Oui, sans aucun doute. Au moment où Marc Gauchi décide de remplacer Cadieux par, dans un premier temps, le duo Trey Franson, puis dans un second temps par Trey tout court, la première interview qu'il donne, c'est mais bon, les joueurs n'ont pas été à niveau et malgré les contrats, on va pas hésiter. C'est aussi une audition pour eux, nous montrer ce qu'ils ont dans le bid. Il l'a pas dit comme ça, mais dans les faits, c'est quand même ça. Donc oui, je pense que ça pourrait coûter cher, mais oui, je pense que des contrats seront rachetés à Genève. En tout cas, une chose est sûre, on parle juste après d'Arnaud Jacquemet, on n'oublie pas, mais justement, Jacquemet dit on est 8 à quitter Genève Servette après le match contre Lugano. Dans les 8, on peut assez clairement dire Mike Fulmin, Vatanen, Ranta, Lennström, Artikainen lui-même. Je mets un tout petit astérisque autour de Lennström. Vu qu'il fait une bonne fin de saison, est-ce que sa valeur n'est peut-être pas aussi haute qu'elle l'était au moment où il débarque de Suède et donc c'est une bonne affaire? J'en sais rien. Et l'autre, ouais, ça, Pouliot. Voilà, j'allais y venir. Vas-y, fais, pardon. Non. Pouliot en fin de contrat, et lui, je me demande pourquoi on en est toujours là. Est-ce qu'il va vouloir continuer ou pas? Lui, je le vois pas comme partant. Mais du coup, ça veut dire qu'il en resterait 2 si Pouliot reste, qui sont partants tout en ayant un contrat. Et il y a Gauthier Desclous, je pense, qui fait partie du lot. À un moment ou un autre, il risque de bouger, malgré un contrat encore pour une saison. Parce que son avenir est bouché à Genève, et s'il veut se relancer, et c'est tout ce que je lui souhaite, c'est par ailleurs que ça se passera, parce qu'avec Charlin qui devrait débarquer, enfin qui a signé, mais on ne sait pas encore s'il va aller à NHL peut-être, et Robert Mayer, il n'y a pas de place pour Gauthier Desclous, donc s'il trouve un banc ailleurs ou un filet ailleurs, c'est qui saute dessus. Et Miranda fait une saison pas ouf, il a encore un contrat jusqu'en 2027. Tanner Richard fait une saison franchement pas folle non plus, il a un contrat jusqu'en 2028. Là, ça commence à coûter cher si tu dois commencer à racheter ça ou à le céder à quelque part d'autre. Mais à un moment, si tu veux changer des choses, ça passe par des investissements et sortir le chéquier. Moi j'ai un nom. Mais c'est une question que je te pose, pas du tout. Sûrement pas la réponse, mais pose. Mais Simon Lecoultre, est-ce que par exemple, ça pourrait être un gars où on se dit bon, en défense, finalement on a Schneller, on a Carrère, on a Chanton, on a Berny, on a un 4 Suisse. On peut encore mettre 2-3 jeunes, même s'il y a déjà des jeunes. Il y a Sarri-Hervi qui va arriver. Il y aura un défenseur étranger. Donc top 6, il est là. J'ai l'impression que c'est un top 6 qui est totalement crédible. Ouais. Donc, est-ce qu'un Lecoultre pourrait être quelqu'un? Lecoultre, il fait pas une bonne saison, c'est clair. C'est sa pire saison en National League depuis qu'il est... c'est sa pire saison en National League tout court, avec 9 points d'un point de vue offensif, mais on parle que de la production offensive, mais même au niveau du jeu défensif, ça a été compliqué toute la saison. Il a été plus souvent qu'à son tour mal pris devant son gardien. Donc oui, s'il y a un joueur qui mériterait peut-être, enfin qui mérite, c'est pas une question de mérite, non, qui aurait besoin d'un changement de scénario, ce serait lui. Et finalement, il n'y a pas besoin de regarder beaucoup plus loin que les sélections en équipe de Suisse. Cette année, à aucun tournoi il a été sélectionné. Et pourtant, il y a des joueurs où on en rigole un petit peu au moment où les sélections sortent, en disant ouais bon machin, qu'est-ce qu'il fait là quoi. Lecoultre, il n'a pas été une seule fois sélectionné par Patrick Fischer. Tu vas me dire, Jean-Fred, arrête avec des délires pareils. Tu ne pas à joueur. Hein. Non. Je voulais l'envoyer 60 ou 70 km plus loin et me dire, tiens, est-ce qu'un... Chamonix c'est plus loin. À Lausanne, est-ce qu'un Voardou, par exemple, qui a déjà son frère Baptiste qui joue à Genève, est-ce
ça pourrait être un moyen de se relancer les deux, tu vois. Je me dis, c'est finalement pas tellement loin. Et il y en a un qui était junior du club. Est-ce qu'à Lausanne, ça a beaucoup de sens? Je sais. C'est là où je voulais directement répondre. Ouais. Peut-être que oui, dans le sens où il remplirait un rôle peut-être que de défenseur à vocation un peu plus offensive que ce qu'il a là-bas du côté de Genève actuellement. On rappelle qu'il y a quand même Glauser et Frick qui s'en vont, mais bon, Baragagno et Sanson se débarquent, les étrangers vont rester, pas rester, ça finalement c'est égal, les deux, ils remplissent les mêmes maillots. Pourrait y avoir une place pour lui là-bas, bien entendu. Maintenant, est-ce que Lausanne se dit, est-ce que vraiment on doit prendre le risque de relancer un joueur qui a l'air pas forcément... Moi, je sais pas si je suis Berne, avec un Untersander qui commence à être un petit peu sur pas sur le déclin. Bon, il est de 91. Hein. Voilà, il commence à avoir il se rapproche de la fin, avec un Leffel qui entre en sa dernière année de contrat. Est-ce que tu te dis, bon, un Simon Lecoultre, il a finalement que 25 ans, un changement de scénario lui ferait du bien, le talent il l'a, enfin, je veux dire, c'est indéniable, c'est quand même un joueur qui a 25 ans, mais il a déjà près de 300 matchs en National League, ouais. Il a 289 matchs de National League. Il sait jouer offensivement. Dans un nouveau scénario, peut-être que oui. Et moi, je pourrais l'imaginer aller là-bas, mais là, alors, c'est vraiment de la spéculation pure. Moi, je n'ai pas d'informations sur ça. Mais le voir quitter Genève pour ailleurs, ça me choquerait absolument pas. Et puis, un qui va quitter Genève pour en tout cas, la retraite et à qui on doit... Alors, je sais pas si on a tiré un immense coup de chapeau, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours plaisant à avoir aux interviews, qui a toujours un mot, une certaine intelligence, puis qui a toujours été... C'est un gentleman, Arnaud Jacquemet. Ça fait un peu de peine de le voir arrêter sur un match, on va dire... être en vacances déjà au 1er mars, quoi. Ouais, sur un match quelconque, finalement. Il méritait une meilleure sortie que ça. Finalement, c'est aussi un peu ses copains qui lui ont pas fait une plus belle sortie. Hein. Absolument. Arnaud Jacquemet, c'est combien il a? Il a 141 matchs de play-off et 764 matchs de saison régulière. Donc, il a plus de 900 matchs de National League dans les pattes. C'est un joueur fiable. C'est un joueur qui a participé au changement de statut de Genève Servette. Il débarque en 2013 de Langnau. Langnau est relégué. C'est cette vague de joueurs qui ont quitté Langnau. Il y a aussi un Joël Genadzi qui a débarqué à Froidevaux Genadzi à Lausanne, ouais. Avec finalement la même trajectoire d'attaquants reconvertis en défenseurs. Et les deux ont finalement retrouvé une nouvelle maison après la relégation de Langnau. Et à Genève, il a gagné les Coupes Spengler, il a gagné le titre, il a gagné la Coupe d'Europe. Il a terminé avec le C à certains moments de la saison. Il a eu le A d'assistant capitaine longtemps. Et comme tu l'as dit, c'est un joueur qui va manquer parce qu'il a c'est quelqu'un aussi, on pourra en parler un peu plus loin avec Kevin Fay, où il sera évoqué aussi. C'est le genre de joueur qu'on aime bien avoir l'interview parce que tu sais que tu vas avoir une analyse assez juste de ce qui se passe, d'avoir directement ce pas de recul, comme s'il avait assisté au match, et alors qu'il est sur le banc, et c'est pas facile. Plus que sur le banc, il est clairement sur la glace, et comme tu dis, c'est pas facile d'être 10-12 minutes en train de patiner dans tous les sens, après, parce que c'était son temps de jeu environ. Après, tu rentres sur le banc, tu reprends ton souffle, mais il se passe des trucs pendant ce temps-là, et il arrive tout le temps à avoir un mot assez juste sur l'état des lieux de son équipe, et donc ça, j'apprécie. Et moi, j'ai été assez touché parce que lors de ces dernières interviews, j'étais présent à une et j'ai entendu l'autre. À chaque fois, il a pris la peine de remercier beaucoup de monde, les bénévoles, les fans, l'entourage du club, tous les gens. Et il a aussi eu une pensée pour les journalistes. Et oui, on est des fois un peu chiant à être là à la fin des matchs, surtout quand ça se passe pas bien. Mais il y a toujours un respect, je trouve. Et avec lui, ça s'est toujours ressenti. Et je trouve que ça fait plaisir aussi de sentir qu'il y a... On n'est pas juste là pour embêter puis dire vous avez perdu 5 matchs de suite, on bosse ensemble. Qu'est-ce qui va pas, c'est ça. C'est dit vous êtes aussi notre porte-voix et que c'est nous qui faisons en sorte que c'est eux à qui revient tout le mérite, mais ils peuvent s'exprimer, ils peuvent faire passer des messages s'ils ont envie de remercier des gens, le public, de demander des choses. Ils peuvent nous utiliser, je fais les guillemets parce que à nous de décider après ce qu'on veut prendre ou pas prendre. Complètement. Mais il se rend compte de ça, et moi je trouve que c'était vraiment chouette de sa part de l'avoir remarqué. C'est pas le seul, il y en a quelques-uns et on les voit, ceux qui sont
comme ça, et on les voit à l'inverse, ceux qui viennent en bougonnant et en se regardant les bouts des patins au moment de venir à l'interview, on vous voit. C'est pas grave, tout le monde n'a pas besoin d'aimer venir à l'interview, mais lui aimait venir visiblement, ou en tout cas je sais pas s'il aimait, mais il le faisait vraiment bien, et il va nous manquer la saison prochaine, Arnaud Jacquemet. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pari sportif. On regardait ce qu'on avait fait la semaine dernière, on était presque à se vanter en se disant un 2 sur 2 hein, et on avait pris la confiance la semaine d'avant en faisant juste, et on a les deux pris avec handicap. Alors à jouer à Rapperswil qu'on mette le handicap, c'est une bonne idée à la base, et en plus il y a eu 3 buts d'écart longtemps, ça finit à 5-4, pas de bol. Moi j'ai mis le handicap pour Genève qui bat Lugano. Finalement Genève a gagné d'1 but, on se rappelle, même si les Genevois veulent plus trop en entendre parler, mais quand même cette soirée un peu folle, ça méritait pas de passer avec le handicap au final, donc on a les deux faits faux cette semaine. Aujourd'hui on va se concentrer sur le match retour du play-in, première ronde on va dire. Donc, match aller, c'était Ambry, Rapperswil et Langnau Cloton. Les deux équipes à domicile se sont imposées. Match retour à Rapperswil et à Cloton. Rapperswil est à 1,80. Match nul à 4 contre 1. On sait qu'Ambry, c'est le roi du match nul. Et Ambry à 3,35. Cloton à 2,35. Match nul à 3,75. Et Langnau à 2,40. Comme ça, d'instinct, il y a un truc qui te tente. Tu dis Langnau à 2,40. Ouais. Ouais, avec un but d'avance, c'est quand même en gros. En fait, ils auraient le droit au match nul, on est bien d'accord. Tout à fait. Voilà. Mais on n'est pas en foot, quoi. Je trouve que il faut forcément penser victoire. Surtout que s'il y a un match nul, ils vont sortir. Il y en a un qui va sortir le gardien et tout. Donc, Cloton à la maison, ils sont pas mal. Et Rapperswil, mais Ambry me fait, honnêtement, je dirais Ambry me fait plus peur. Mais peur dans le sens pour les jouer ou il t'inquiète? Pour les jouer, ouais. T'aurais plus envie de tenter Rapperswil à 3,35. Ambry à 3,35. Dans l'absolu que de tenter Langnau à Cloton. Mais ouais, je comprends. Cloton, mais ils ont une cote qui est pas mal, non, Cloton? 2,35. Ouais, 2,35 à domicile. Moi, il y a un pari que j'aime bien, c'est plus de 5 buts et demi. Parce que c'est typiquement le genre de match où ça peut partir, en fait. S'il y a une équipe qui est menée 3-1, elle va quand même sortir son gardien. Et il peut vraiment y avoir des buts dans un match comme ça. Ouais. Et le plus de 5,5, vu qu'il y a Langnau sur la glace, donc par principe, ils mettent une cote un peu haute directement, c'est 2,10. Et moi, plus de 5 buts dans ce match, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au minimum 6 buts dans le match Cloton-Langnau. Ça fait une cote à 2,10. Et ça pourrait tout à fait m'intriguer, par exemple. C'est une piste. Ouais, c'est une bonne piste. La cote de ce match-là, de ce type-là, pour l'autre match, elle sera à combien? Elle est beaucoup plus basse, justement, parce qu'il n'y a pas Langnau dans l'histoire. Et le plus de 5,5, il est à 1,65. Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que je trouve que l'autre est plus intéressante. Dans la physionomie, les deux matchs peuvent aller. Il peut y avoir des buts dans les deux. De la même manière d'un côté comme de l'autre. Si tu veux une cote un peu sympa, c'est plus 6,5, donc ça veut dire qu'il faut 7 buts dans le match, et là c'est 2,25. Ouais. Mais 7 buts, c'est quand même pas quand il y a eu 2-1 à l'aller les deux fois, tu te dis que on est quand même dans des matchs de play-off. Ça s'appelle play-in, mais on va dire que c'est des matchs coup près où les défenses sont quand même nettement plus solides normalement, où normalement les situations spéciales peuvent débloquer des situations, mais pour aller gratter 1 ou 2 goals, mais pas forcément des scores fleuves. C'est difficile de... Honnêtement, moi, le 2,35 de Cloton à domicile, ouais. Je pourrais me dire que c'est... Surtout, on rappelle, le club est 7e. Donc, c'est pas... C'est eux qui sont le mieux classés des 4 clubs, finalement. Et ils ont une cote qui est au-delà de 2, déjà, à domicile. Ouais, peut-être que je pars là-dessus comme ça. Petit tour en Ligue B, en Swiss League, avec les demi-finales en vitesse pour les cotes. On a encore Oltenball qui a lieu vendredi soir, le match 4 de cette série. Olten mène 2-1 dans la série. La cote de Olten est à 2,20. Le match nul à 3,60 et Bâle à 2,40. Et si la série Viège-Turgovie vous intéresse, Viège mène 3-0 et peut finir à la maison. Ils sont à 1,90 à la maison.
Turgovie à 2,95 à l'extérieur. Voilà, c'est juste pour information. Ouais, mais je trouve que le 1,92 Viège, par exemple, quand même, quand on voit cette solidité finalement maintenant en play-off, j'ai envie de dire, tu prends la main chaude et Viège a la main chaude en ce moment. Puis avec Heinz Sellers, tu peux jouer moins de 1 but dans le match, t'as une chance. Avec une cote relativement haute. Tout ça, ces cotes de jouer sport et nos résultats, en fait, et vous le verrez sur nos réseaux sociaux, finalement, les matchs sont jeudi soir. Donc, ce sera jeudi matin sur nos différents réseaux. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, après avoir parlé de Genève, des vacances de Genève, on est malheureusement aussi obligé de parler des vacances biennoises, puisque Bienne aussi été éliminé à l'Ader de cette folle 52e et dernière journée, et Bienne se retrouve en vacances. Et pour parler de ce qui s'est passé cette saison avec le club ceylandais, on a le plaisir d'accueillir, comme au début de saison, finalement, comme au mois d'août, Lyndon Viglino. Salut Lyndon. Hello Jean-Fred, bonjour à tous. Salut Lyndon. Salut Greg. On rappelle, tu travailles pour RJB et puis pour le Journal du Jura. Comment ça s'est passé ce samedi parce que pour te dire, je pense que Greg était en patinoire, moi je suivais avec 3 écrans tout ce qui se passait pour être au plus juste, et c'était assez fou ce qui se passait notamment à Rapperswil, mais à Lugano, on a assez malheureusement, j'ai l'impression, rapidement compris que ça va être une soirée compliquée pour Bienne. Oui, exactement. Bien n'y était pas à ce match-là. Et je pense que le choc est d'autant plus grand que j'ai l'impression que dans le vestiaire, dans le club, on se voyait déjà en play-in. C'est vrai qu'ils avaient bien joué à Fribourg 2 matchs avant. Ils avaient gagné en prolongation. Ils avaient battu Langnau à la maison après les tirs au but. Puis là, on se disait, c'est bon, Bien a le destin entre ses mains. On va à Lugano qui est sûr de disputer les play-outs. Ça va le faire. Et ils ont encaissé l'ouverture du score. Ça peut encore aller, mais je crois que ce qui a fait le plus mal, c'est ce but encaissé alors que Bien était en supériorité numérique à 1 seconde de la fin du premier tiers. Et Bien n'y était pas. Bien n'a pas réussi ce soir-là à créer quoi que ce soit. Puis au final, une défaite et les vacances, le choc était assez brutal, il faut dire, dans le Ceyland ce soir-là. Et tu l'as vécu comment, toi, finalement, cette fin de saison? Tu dis le choc dans le Ceyland, et pour toi, tu t'attendais pas à être en vacances, entre guillemets, parce que nous, une fois que la saison est terminée, on n'est pas en vacances, on doit continuer de travailler sur d'autres choses. Toi, tu t'attendais quand même, j'imagine, pas à une issue pareille avant cette dernière soirée. C'est vrai que c'est un scénario qu'on prenait en compte depuis un petit moment, mais si on regarde plus largement les, 5-10 derniers matchs de la saison, on se disait, c'est bon, y a quelque chose qui se passe, Bien à trouver un certain rythme, et pour les play-in, ça va le faire. Après, quelle place en play-in, ça évidemment, on ne pouvait pas savoir, mais les play-in, on y pensait fortement. Faut dire qu'à domicile, ça marchait bien. Bien avait mis 7 buts à Genève, donc on se disait, c'est bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Le lendemain, ils perdent à Rapi. Après, Bien met 6 buts à Zoug, on se dit, c'est bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Le lendemain, ils perdent à Ambry. C'était vraiment, en fait, ils alternaient le chaud et le froid tout au long de la saison, mais c'était encore plus frappant lors du sprint final. Et à chaque fois, à la maison, c'était des prestations relativement abouties. Mais à l'extérieur, ça allait pas. Sur la route, ils ont 19 défaites en 26 matchs. Si on passe les après prolongation, etc., il y en a 16 dans le temps réglementaire quand même. Donc ouais, c'est vraiment sur la route que ça a pas marché. Et terminer sur la route, du coup, à Lugano, ça a pas aidé. Mais oui, effectivement, les play-in, ça faisait quelques semaines, j'ai envie de dire, qu'on pensait que ça allait être ça pour Bien, et finalement pas. Tu pensais que aussi dans le Ceyland, il y avait le souvenir de l'année passée où c'était un peu à la DER après Matikainen, et finalement Bien avait réussi, on va dire par la bande, ou je sais pas, un retour assez incroyable, et finalement a même allé en quart de finale des playoffs. Ouais, c'est vrai, ils avaient éliminé, c'était qui, Ambry d'abord, ensuite Genève. Ouais, ils avaient réussi des bons play-in l'année passée. On pensait, effectivement, à un scénario similaire en termes de qualification. Après passer des tours de play-in, là, ils étaient clairement pas favoris, je pense, contre n'importe qui, parce que c'était quand même une saison, comme on le disait avant, où ils alternaient vraiment chaud et froid, il n'y avait pas de constance, ils étaient mauvais à l'extérieur, enfin bref, c'était dur d'imaginer qu'ils puissent se qualifier pour les playoffs cette année, mais de là à terminer 11e et voir les vacances dès le 1er mars, ce qui n'est jamais arrivé à Bienne depuis son retour en National League, en Liga, d'être en vacances dès la fin de la saison régulière, ouais, effectivement, pas facile ça.
Avant de se projeter un petit peu sur la suite, parce que forcément il y aura des conséquences, on va dire, pour la saison prochaine et celle d'après, si tu dois faire un bilan de cette saison, bah forcément on est obligé de parler des blessés. On en a parlé un peu tout au long de la saison et ça a été une des réalités du HC Bienne, parce que on va dire deux de tes pierres angulaires que sont Victor Leuf et Gaëtan Haas qui joue Gaëtan Haas à peine et Leuf quelques matchs. C'est deux gros coups. Toi, à quel point tu as l'impression qu'il faut pas se cacher, mais mettre en avant cette excuse-là? Et à quel point tu dis, mais non, en fait, cette équipe-là, elle avait quand même suffisamment de talent pour faire mieux que ça. T'es à quel côté, on va dire, dans cette discussion-là? Ouais, alors je pense que tous partageront pas mon avis, mais je suis plutôt du côté, c'est une excuse clairement valable. Lors du premier épisode de la saison de la Stammtisch, on avait reçu Martin Steinegger. On avait eu beaucoup de questions d'auditeurs sur la profondeur et il avait répondu en disant « Oui, je l'accorde. En soi, on a une bonne équipe cette saison pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir atteindre notre objectif qui restait les playoffs. Très, très basiquement, hein, c'était pas le top 6, mais c'était quand même les playoffs. Et il nous disait qu'il y avait beaucoup moins de jokers que les saisons précédentes. Ça veut dire que s'il y avait des blessés ou bien si des joueurs performaient moins qu'attendu, ça allait être compliqué. Puis pas de chance pour lui, il y a eu les deux. Tu as cité les principaux, Leuf en défense à son attaque. Il y a aussi Brunner qui n'a pas fait beaucoup de matchs. Jérémy Berchi qui avait bien commencé, qui avait clairement sa place en attaque et qui a été blessé. Donc ça a vite fait trop au niveau des blessures. Il y a eu aussi des malades, des blessés à plus court terme. Ça a été très compliqué au niveau de l'infirmerie. Et puis des joueurs qui ne répondaient pas aux attentes. Là, je pense notamment à la Légion étrangère. Il y a eu les deux et ça donne cette 11e place. Je pense clairement que c'est les deux raisons principales. Et puis, si tu devais quand même, on va essayer de... Là, c'était assez négatif, évidemment, dans le bilan, mais si tu devais tirer un truc positif ou si tu devais mettre en avant un ou plusieurs joueurs, ce serait qui le rayon de soleil ou les rayons de soleil du HC Bienne cette saison? Il le disait clairement que c'était une année marquée par le rajeunissement de l'effectif, puis ils n'ont pas menti là-dessus. Avec les blessures, ça a quand même donné beaucoup de jeunes qu'on a pu voir à Bienne. Il y en a 8 qui ont l'âge de jouer encore en M20, qui ont eu du temps de jeu cette saison à Bienne. Je pense que c'est là le rayon de soleil, c'est qu'il y a des jeunes, voire très jeunes joueurs qui ont eu du temps de jeu, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont montré de belles choses. Je pense que celui qui a le plus montré, c'est sûrement Niklas Blessing en défense. Il a clairement montré qu'il avait le niveau, il n'a que 18 ans, mais qu'il avait un bel avenir devant lui, puis qu'il fallait compter sur lui en National League ces prochaines saisons, je pense. Donc Blessing, clairement. Puis après, Forcément, Jonan Neuenschwander, c'était un rayon de soleil dans la saison. Ça fait plaisir d'avoir vu une petite dizaine de matchs en National League à seulement 15 ans. Il aura 16 ans lundi prochain. Et ces jeunes-là, Gaël Christ, c'était une saison un peu plus compliquée. Il a bien commencé. Après, c'était plus dur au niveau de la confiance, du temps de jeu. Nolan Catin, tous ces jeunes, ils ont montré des bonnes choses. Et ça, c'est peut-être le rayon de soleil de la saison dans le Selland. Moi, j'en rajoute un, si tu veux que je t'amène un peu de soleil aussi. Je pense que la saison de Yannick Neubuller est à mettre en avant aussi. Ouais, clairement. Avec 27 points, 9 buts, 18 passes décisives. C'est sa meilleure saison en carrière en National League pour sa première à Bienne, parce que c'est aussi ça, de changer de club, c'est pas forcément anodin. Puis de statut, j'avais l'impression aussi qu'il allait à Bienne pour avoir un peu... Il était un renfort pour ce HC Bienne et je trouve qu'il a complètement joué ce rôle-là. Et allez, je te mets un deuxième rayon de soleil. J'ai beaucoup aimé la fin de saison de la paire Anderson-Hoffer. Je trouve qu'il a été solide et si on cherche des points un petit peu positifs, il y aurait ça. Et moi, j'aimerais bien t'entendre sur un troisième, aussi petit rayon de soleil, mais il est venu très tardivement, celui-là. C'est Rodwin Dionisio, 9 matchs. On a vu que c'était une sorte de tête brûlée sur certaines actions. C'est un solide gaillard. Moi, je m'attendais pas à le voir aussi large d'épaule, on va dire, au moment où il a débarqué en Suisse, parce que c'est le genre de joueur dont on lit le nom bien des fois, mais au moment où tu le vois sur la glace, c'est quand même autre chose. Il est revenu en Suisse, il est sous contrat jusqu'en 2027 avec le HC Bienne, mais il est aussi... On va dire, il est entre deux eaux, si j'ose dire, ou il est au milieu de l'eau entre l'Europe et les États-Unis. Toi, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de son arrivée en Suisse et tu t'attends à le voir fin août, début septembre sur la glace de la Tissa Arena? Alors, pour être honnête, je t'avoue, on a commencé la saison de notre podcast avec Steinegger. On va la terminer avec Steinegger qu'on reçoit dans 3 heures. Je me réjouis de savoir quels sont les plans avec Dionisio. J'en ai aucune idée à l'heure actuelle, mais c'est vrai que c'était... je pense qu'il y a un mot pour résumer Rodwin, c'était le spectacle. Avec lui, t'avais du spectacle, mais ça va dans le bon comme dans le mauvais. Je crois que c'était contre Rapperswil, si je dis pas de bêtises, où ils ont perdu 3-1. Puis je pense que 2 buts, c'est clairement sur la conscience de Dionisio. Enfin bref, ça allait dans tous les sens.
Mais il mettait du spectacle, il mettait de l'intensité, il mettait du physique. Au final, les gens, ils payent leur billet pour voir ça. Et ça, c'était plaisant, c'est clair. Mais il a que 20 ans. Ça reste comment dire, sans être méchant, un brouillon prometteur. Ça va un peu dans tous les sens. Il faut un peu qu'il se cadre, un peu qu'il reste peut-être plus défenseur en premier lieu, qui réussisse à stabiliser un peu son jeu. Mais en soi, extrêmement prometteur. Il avait énormément de responsabilités. Il avait plus de 20 minutes de temps de jeu par match quand même sur cette fin de saison. Il avait du temps de jeu en power play, ou en power play, clairement, on voyait qu'il avait le truc. Il faisait ses passes transversales qui souvent créaient du danger. Donc clairement, s'il reste dans le Ceyland, c'est une super nouvelle. Je crois que c'est Daniel Villard qui disait à mon collègue du Journal du Jura en début de semaine que ça va dépendre de Dionisio, la stratégie qu'ils vont prendre pour les joueurs étrangers. Ça aura son importance. Est-ce qu'il sera bien ou bien pas? Ouais, absolument. Je suis d'accord avec toi. Ça va être lié. Et justement, j'ai dit avant, on va parler un tout petit peu des conséquences de cette saison. J'ai lu dans le Bieler Tagblatt, ça je suis sûr, mais je sais pas si c'est dans le Journal du Jura aussi, je m'excuse si c'est le cas, des discussions pourraient avoir lieu avec Eponiemi pour un éventuel départ anticipé malgré un contrat. Alors moi je dois bien dire que Eponiemi c'est un crève-cœur parce que j'aime bien ce joueur. Je le trouve chouette à avoir joué et j'ai l'impression qu'il en a encore sous la pédale, mais malheureusement il est presque un petit peu décevant. Et il y a deux rumeurs. Une qui commence un petit peu à dater, c'est Marcus Silvegaard qui devrait débarquer de Växjö en Suède. Et une beaucoup plus récente, le défenseur Oskari Laaksonen qui devrait débarquer de Luleå en Suède également. Un défenseur, un attaquant. Toi, tu as des infos supplémentaires sur ces deux noms? Tu les as entendus? Ou est-ce qu'on part du principe que quand c'est annoncé par Johan Svensson, en gros... Le Greg Beau de... on dit que c'est bon ou bien? Ouais, alors exact. Alors je vais te répondre à tes 3 points dans l'ordre. D'abord sur Eponiemi, effectivement, on en a parlé aussi dans le JDJ. J'avais l'article justement ouvert avant que tu m'appelles. Il y a Daniel Villard qui avait dit Stoney discute depuis un certain temps avec son agent. Il a été surnuméraire à la fin. Il ne doit pas être satisfait de cette situation. Il faut qu'on trouve une solution. Donc effectivement, le club ne compte plus sur lui alors que c'est le seul étranger qui a un contrat encore valable après 2026 à Bienne pourtant. Mais c'est vrai qu'il a été décevant cette saison avec 6 buts en 37 matchs. Il n'a pas créé grand-chose offensivement. Donc oui, Eponiemi, c'est pas sûr qu'on le revoit à la rentrée, qu'on le revoit en septembre encore sur la glace à Bienne. Ça, c'est vrai. Après, pour les noms que tu as cités, j'ai pas beaucoup d'infos. On est en 2025 et on a reçu cette question pour Stoney qu'on reçoit dans quelques heures à la Stammtisch. En 2025, ça a son importance. Alors, je te le glisse, j'ai trouvé ça rigolo. C'est vrai que Oskari Laaksonen, le défenseur finlandais, il s'est abonné au HC Bienne sur Instagram. Ça laisse quand même peu de place au doute. Je pense pas qu'il s'est abonné par erreur au HC Bienne. Mais bon, ça reste qu'un abonnement sur Instagram, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est juste un ami d'Eponiemi et il s'inquiète de savoir si Eponiemi va rester à Bienne ou pas. C'est rien que ça. Je pense que c'est ça. Et puis il voulait voir les paysages du Ceyland qui sont ravissants. Mais j'ai pas d'infos sur les deux noms. Là aussi, on doit lancer Stoney là-dessus. Mais effectivement, c'est, je pense, un peu plus que des rumeurs qui ont été d'ailleurs dites plusieurs fois dans les médias scandinaves. Et puis, je crois qu'il y a aussi une rumeur qui... Alors, je sais pas si ça fait un petit moment, mais il me semble que le nom circule parce qu'il a une licence suisse. C'est Thomas Bordeleau, fils de Sébastien, petit-fils de Paulin, deux noms qui ont été... dans le championnat de Suisse, hein, l'un comme entraîneur, l'autre comme joueur. Bordeleau, on se souvient de lui à Berne notamment. Et il a quoi? Il a 23 ans, c'est un joueur un petit peu moins d'1m80. Il est au San José Barracuda en AHL. Ça peut être typiquement une licence suisse, quoi. Et des joueurs comme ça qui sont capables d'avoir entre 0,8 points de moyenne en AHL, mais quand même capable de marquer. Je pense le profil va être recherché. Après, qu'est-ce que tu peux lui offrir? C'est clair que si je prends simplement un Zurich, Berne, Zug ou Lausanne, pas sûr qu'il y ait beaucoup de place pour lui. Par contre, à Bienne, je peux totalement imaginer que si le pitch de Martin Schneider est bon, ils se disent ouais, là j'ai du temps de glace. Greg aussi, hein, tu pourras répondre. Ouais, je prends volontiers le crachoir sur ce coup-là. D'abord, t'as dit le nom, moi je pense le plus intéressant concernant Thomas Bordeleau, c'est Berne, dans le sens où Berne est quand même à un moment, à une période où il va falloir rajeunir ses cadres. Et de ce que j'ai entendu, mais c'était il y a un mois, on sait qu'à ce niveau-là ça peut aller assez vite. Il y a un mois, on m'a dit l'Europe n'était pas une option pour lui. Mais les choses vont vite. Depuis, il a toujours pas été rappelé en NHL
non plus. Est-ce qu'il se rend compte qu'il est encore pas si loin d'être ou peut-être d'être transféré dans un club où il aura plus d'opportunités ou pas. Enfin, je connais pas sa situation personnelle non plus, mais c'est vrai qu'à San José, ça a l'air un petit peu bouché vu qu'il a fait 2 saisons, il a fait des apparitions, puis là il en a pas refait cette saison. Mais oui, sur le fond, c'est un nom qui doit intéresser du côté de Bienne, mais moi je vois quand même Berne être très fort sur ce dossier-là. Après, j'ai encore une fois pas d'infos. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Lyndon. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai non plus pas d'infos. Son père avait fini sa carrière de joueur à Bienne, et puis forcément que Stony et Villard ont été lancés sur le sujet par les collègues du Journal du Jura. Ils n'avaient pas caché leur intérêt. Villard avait dit que bien sûr qu'ils étaient intéressés, mais que c'était à lui de choisir s'il voulait continuer en Amérique du Nord ou venir en Europe. Donc intérêt de Bienne, clairement oui, ils l'ont confirmé. Après, ce sera forcément au joueur de prendre sa décision s'il veut venir en Europe. Après, tu as raison, s'il vient en Suisse, Berne, je pense, est aussi dans le coup, mais Bienne, clairement, oui. Il a quand même fait une sec. Je me rappelais plus, à part ça. Évidemment que je me rappelais de Sébastien Bordeaux. Ça fait quand même partie des joueurs on va dire de ma génération, entre guillemets. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saisons à Berne. Et puis après, finalement, je me rappelais plus qu'il avait fait 3 saisons à Bienne pour terminer, en fait. C'est tout ça. Ouais, exact. Donc, il a fini sa carrière à Bienne, ouais. Donc là, ça peut être un autre rayon de soleil. Dis donc, on t'en amène du soleil dans le Ceylan. Il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Après, c'est ce que je regardais en préparant l'épisode avec Steinegger. Bon, on a le temps parce que là, on est en train de parler de la saison 25-26, forcément. Mais c'est qu'on disait il y a une année, OK, il ne faut plus jamais ça. Il y avait trop de contrats qui arrivaient à échéance en fin de saison. Ce n'est pas une bonne chose. En 2026, il y a quasiment toute l'équipe qui arrive à échéance. Il n'y a aucun gardien, il n'y a aucun étranger. Si on part du principe qu'Eponiemi part, enfin bref, il a du boulot, Steinegger, donc j'espère qu'il nous amènera du soleil lui aussi. C'est vrai que les contrats 25-26, là... Il n'y a que 4 défenseurs et 4 attaquants, je crois, qui ont un contrat après 2026. Je vois, d'ailleurs, tu me fais penser en voyant ce... mais tu as parlé aussi des rayons de soleil, de la jeunesse. Alors, je pense que c'est difficile d'avoir... 8 jeunes, on l'a souvent dit, 8 jeunes qui performent. Un blessing, c'est super. Et ça a peut-être eu au détriment d'un Gaël Christ, par exemple. Luca Christen qui a dû monter en attaque, alors qu'à la base, c'est quand même un défenseur. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, d'un Yakovenko? Parce qu'à un moment, on se disait, Yakovenko, on n'en parle pas trop, alors qu'il est bon. Et puis après, on regarde ses stats, par exemple, cette année, puis on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire un peu mieux? Et il est en fin de contrat, Yakovenko, donc. Oui, effectivement, clairement, on comptait plus sur lui, d'autant plus après la blessure de Victor Löw. C'était à lui de prendre certaines responsabilités, et ça n'a pas forcément été atteint de son côté. Alors, il n'est pas payé pour marquer des buts, mais que 2 buts pour sa part. Déjà, ça, c'est décevant. Et puis, il n'a pas montré toutes les garanties défensives nécessaires. Surtout, je dirais, en début de saison. C'était peut-être un peu mieux sur la fin, peut-être un peu mieux en 2025. Mais clairement mitigé à son sujet. C'est vrai que c'est un des étrangers qui arrive en fin de contrat à Bienne. Est-ce qu'il va être prolongé? Je n'ai pas l'impression, vu qu'on citait Oskari Laaksonen avant. Je ne pense pas qu'ils vont compter sur Yakovenko pour la suite. Après, l'autre étranger qui arrive en fin de contrat, c'est Greco, qui est arrivé en cours de saison, qui a disputé quand même une petite vingtaine de matchs. Et là aussi, là, point d'interrogation. Greco a plus prouvé, j'ai envie de dire. Il a un peu surpris. Après, est-ce qu'il surperformait ou bien pas? Ça à voir. Mais je n'ai pas l'impression que Yakovenko va poursuivre dans le Ceylan. Après, c'est juste un feeling pour l'instant. Et du coup, on aura peut-être quelques réponses dans l'épisode de la Stammtisch avec Martin Steinegger que tu enregistres tout bientôt, comme tu nous l'as dit. Pour les gens intéressés, c'est à quelle heure que vous le publiez? Parce qu'il y aura sûrement 2-3 personnes qui voudront en savoir plus. J'imagine, il y a tellement de questions, ne serait-ce que contractuelles sur cet effectif. On va le publier demain, enfin le jeudi. Le 6, je pense qu'on va le publier dès la matinée, comme ça les gens vont pas attendre trop longtemps. S'ils veulent l'écouter en se réveillant, ils pourront le faire. Et puis ça passe sur RJB, sur les ondes d'RJB à la radio, donc à 20h. Parfait. Merci beaucoup. Je me réjouis d'en savoir plus et de vous écouter cuisiner Martin Steinegger. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci Lyndon. On risque de te redonner rendez-vous fin août pour voir si le soleil est toujours présent dans le Ceylan, c'est ça? On espère en tout cas. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps et bonne été. À vous. Merci beaucoup. À bientôt, Lyndon. Ciao, ciao.
si vous le voulez bien, on peut passer à Fribourg-Gotteron. Alors j'ai envie de dire, si vous voulez pas, c'est nous qui décidons. Hein. Un Fribourg-Gotteron qui a rempli sa mission, qui était pas si évidente que ça, mais j'ai envie de dire qu'il l'a fait avec un certain panache pour aller chercher cette dernière victoire samedi soir. Il n'y a pas eu tellement à trembler, et pourtant il y avait de quoi se dire que on l'avait dit, hein, Dido à Ambry et Dido à Fribourg, ça pouvait donner quelque chose. Ça a été un facteur, je ne sais pas si c'était un non-factor, il y a eu cette passe pour le but de Maillet. Alors il y a eu 1-1 après 2 tiers. Ok, c'était pas si simple que ça, mais l'avantage de Fribourg, c'est qu'alors ils ont fait un 3e tiers où il y a eu ce goal de Schmitt, et puis derrière, alors ça a déroulé, et il n'y avait pas de discussion. C'était, c'est bon, on est présent, on ne veut pas aller se dépatouiller, je sais pas, en prolongation, avoir la trouille de rater quelque chose. C'était fait, et grâce à ça, Fribourg termine 6e, et à une semaine de pause. Et grâce à ça, Fribourg va jouer contre Berne, qui a fini 3e pour un derby des Zeringen, qui va... il n'y a pas besoin de pousser les Fribourgeois et les Bernois à aller chercher les tickets, mais je suppose qu'on aura 4, 5, 6 ou 7 matchs à guichet fermé, puis ça va être magnifique. Ouais, alors puis t'as beaucoup parlé du match d'Ambry, à raison, parce que c'est là où ça s'est décidé, mais depuis notre dernier épisode, il y a aussi cette victoire à Lausanne 2-0, et finalement Fribourg a terminé de manière terriblement sérieuse. Parce que la semaine passée, on se disait, ouais, attention quand même, Cloton, ils sont pas morts. Et Cloton a fait le job. Ouais. Lorsque Fribourg gagne à Lausanne, Cloton gagne aussi le soir même. En 60 minutes, avec un scénario rocambolesque contre Zug, avec une victoire dans la dernière minute à 4 contre 5, Marchini qui perd le puck, et là tu dis, ouh là là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que Fribourg était toujours sous la menace de Cloton, en ayant pourtant gagné à Lausanne. Et le match d'après, bah oui, effectivement, contre Ambry, ça a été terriblement solide, j'ai trouvé. Finalement, t'as pas vraiment eu peur pour Fribourg. Il y a eu ce 1-1 au moment où Cloton revient de 3-0 à 3-2. Tu dis, bon, est-ce qu'ils vont refaire le coup? Puis ouais, comme tu l'as dit, le tir au premier poteau de Schmitt, début du 3e tiers, JCN a eu... aucune chance, j'ai écrit Juvonen dans mon papier le soir même. Parce que c'est le genre de soirée où tu es sur 5 patinoires à la fois, à suivre des trucs. Et j'ai écrit Juvonen. C'est des choses qui arrivent. On pointe du doigt les erreurs des joueurs. Celle-là, elle était pour moi, par contre. Ouais. Est-ce que moi, j'ai bien aimé sur cette fin de saison, c'est de revoir un Christophe Berchi un petit peu... réveillé, on va dire. Il finit quand même avec 11 buts sa saison régulière. Il fait des pénalités. Il y a ses pénalités, mais sinon, effectivement, d'un point de vue offensif, c'est mieux. Ouais, et il a 4 buts sur les 3 derniers matchs. Il en marque un à Lausanne, il en marque un contre Bienne. 4 buts, 0 passes décisives, mais 4 buts du coup en fin de saison. Ça va faire du bien. Et souvent, on parle de Lausanne en disant, oh, mais quand même, Lausanne, la profondeur offensive. Et on a un peu tendance, des fois, à dire... Fribourg, la profondeur offensive, coup-ci, coup-ça. Et en fait, si tu regardes, il y a 7 joueurs à 10 buts et plus au final du côté de Fribourg. J'aimerais j'ose essayer. Alors... Ouais, ça veut aller. Ouais, je sais pas. Si tu fais pas les 7 à la suite, Sorensen, Wallmark, Schmitt, Berchi, Sprunger, ça fait 5 déjà. Je pense que Delarose, voilà. On en est à 6. Oui. Il faut que je trouve le 7e. Je réfléchis vite. Ça doit être un des étrangers. C'est Lilia. Absolument. Okay. 10 buts, 5 passes, 10 buts en 30 matchs, finalement. C'est un beau ratio. C'est solide. Par contre, c'est après, quand on parle de deuxième vague, là, c'est presque la 3e vague, où derrière, c'est Marchand à 5. Et peut-être c'est là où, justement, à Lausanne, tu as plus de joueurs entre 9, 8 et 7 buts. Mais les joueurs à 10 buts et plus, mine de rien, Fribourg, on a quand même 7. Et ça peut avoir son importance pour la suite. Mais moi, et surtout, et le Hülkenberger le disait... après le match contre Ambry, c'est surtout de l'autre côté que ça doit se passer. C'est derrière que Fribourg doit être plus solide. Et devra l'être encore plus au prochain tour, parce qu'on peut, contrairement à Lausanne, on peut se projeter. On connaît l'adversaire, c'est Berne. Berne a aussi 7 joueurs à 10 buts et plus. Par contre, ils ont Valtteri Merelle à 21. Je pense que c'est un joueur dont on a le moins parlé cette saison, mais qui a été le plus efficace du côté de Berne. Et
il y a derrière t'as Tcharnik, Baumgartner, Lehmann, Leffel, Marchand, et c'est ça qui est intéressant. Là, Marchand, à part ça, il est à 5 à OK Manager, hein, pour ceux que ça intéresse. Mais lui, il fait une belle saison, à 24 points, 11 buts. Il joue actuellement avec Merelle et Eisdel, si je ne me trompe pas. Et ouais, j'hésite avec Altonen. Ouais. Pardon. Et justement, tu viens rajouter encore Altonen dans cette équipe-là, qui a que 2 buts, entre guillemets, avec Berne, mais il fait partie de ces joueurs à plus de 10 buts sur la saison, parce qu'il y est évidemment, si on ajoute ceux de Cloton. Donc, offensivement, tu es une équipe qui tient sacrément la route. Fribourg a construit son succès derrière, et si Fribourg va avoir une chance contre cette équipe de Berne, ça va passer par là. Ça va passer par une défense de fer. Et devant, tu dois aller gagner, tu dois aller de temps en temps marquer un but, mais c'est pas ce côté-ci qui vont faire la différence. Moi, je me pose juste la question pour Berne, si on fait... j'essaye de faire rapidement, tu sais, le tableau entre attaque de Berne, attaque de Fribourg, défense de Berne, défense de Fribourg, et puis j'arrive assez rapidement au gardien. Je me dis quand même, l'avantage, il est à Gauthieron, là. Reitborn est pas... J'ai l'impression que ça passe. Wüttrich, ça passe aussi, mais s'il doit y avoir un point où j'ai l'impression qu'on n'hésite pas, c'est du côté des gardiens. Ce que j'aime bien du côté des gardiens pour Fribourg, c'est que t'as pas de back-to-back. Je l'ai aussi dit sur le plateau du Pécaliste. C'est que t'as quand même du temps pour un gardien un peu âgé de se reposer tout le temps avec un jour entre deux. Maintenant, Reitborn, je le prendrais pas à la légère quand même. Non. Parce que c'est un gardien qui a 2 Coupes Gagarine en KHL. Et il a fait des longues séries de playoffs avec le CSKA Moscou. Il fait quoi, 25 matchs. Il finit à 93% d'arrêt, à 91 buts encaissés. C'est quand même pas mal du tout, je trouve. Et avec Kazan en 2021, il joue aussi plus d'une dizaine de matchs à 93% d'arrêt. Mais l'année dernière, avec Berne, il n'a pas été bon. Il a 85,6% d'arrêt, 3,89 buts encaissés par match lors des playoffs. Une victoire, 4 défaites, juste ça met. Donc la question va être, est-ce que tu pars avec Wüttrich ou avec Reitborn ? Ouais, c'est une vraie question. Parce qu'au niveau des étrangers, Berne a quand même pas mal de profondeur. Justement, on a parlé de Merelle, on a parlé Tcharnik, Eisdel, je pense que les 3 jouent. Nemeth comme Altonen. Nemeth comme caution défensive, je pense que tu dois le faire jouer. Klock joue vraiment bien, donc c'est difficile de l'enlever. Et surtout, la défense de Berne, elle n'est pas hyper profonde. Donc, de devoir jouer avec 2 défenseurs étrangers, ça ne me choque pas vraiment. Parce qu'une fois que tu as mis Leffel et Untersander, tu te retrouves assez vite avec un Kinchy, Kreis, qui n'était pas là en fin de saison, mais Kinchy, Kreis, Vermin. Tu dis, bon, il faudrait presque qu'il y ait 2 étrangers. Oui, Suleiman, qui est quand même pas si mal que ça, mais qui est jeune. Hein, voilà, absolument. Est-ce que tu lui fais confiance déjà maintenant pour jouer à ce niveau-là? Je sais pas. Il joue ses 6-8 minutes. Il joue pas beaucoup plus depuis le début de saison. Donc, tu dois engager 2 étrangers. Ça veut dire que tu dois en sortir un devant. Non, pas obligatoirement, mais c'est possible que Berne joue avec 2 étrangers derrière. Si tu mets Reitborn, ça fait 3. De qui tu te passes? Altonen, Tcharnik, Merelle, Eisdel? Eisdel, ce serait presque celui pour moi. C'est celui que je veux engager en premier en play-off. Ouais. Moi, à la limite, j'ose à peine le dire, mais tu sors presque Tcharnik. Voilà. Meilleur compteur, c'est un peu... On parle de hockey de play-off. Et ça, je dis juste en l'ayant vu jouer en saison. Je l'ai jamais vu jouer en play-off. Ouais. Et peut-être que dès le match 1, je dirais, t'as dit une connerie là. on viendra effacer ce passage-là. Mais Merelle, moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Eisdel, c'est un meuble, donc c'est compliqué de le bouger, et donc ça me semble compliqué de le sortir de l'alignement aussi. Altonen, tu l'as dit toi-même, c'est le meilleur buteur de la ligue s'il n'avait pas eu son histoire. Alors tu pars à 2 défenseurs et tu sors Klock et tu mets ton Reitborn et tu espères que jouer à 6 défenseurs solides, 7 à la limite, voilà. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir les alignements. Aussi, on en a parlé la semaine passée pour Fribourg, et Fribourg est revenu à ce 1-4, 1-5. Un défenseur, Gunderson, 5 attaquants étrangers, Borgman en tribune, et je pense que c'est clairement le chemin à suivre. Ils ont fait ça à Lausanne, ils ont fait ça contre Ambry. Je pense que c'est clairement dans cette direction que Fribourg est le plus efficace. Ouais. Aussi, justement, comme on disait avant, les 7 buteurs à plus de 10 buts, ça implique un Jacob Lilia qui est là avec ses 10 buts en 30 matchs. Et s'il est en tribune, Borgman, il va rien apporter offensivement. Après, tu peux me dire, ouais, mais attends, si tu vas à Berne,
tu dois pas aller marquer un but de plus, tu dois en casser un de moins. Et Borgman, c'est un défenseur qui est solide, qui est rugueux. Dans un match comme ça, est-ce que tu l'engages ? Moi pas, hein. Mais j'entends le contre-argument où on se dit ah mais premier match de play-off à Berne, on va aussi là-bas pour marquer les esprits physiquement et Borgman le fera un peu plus. Avec Streuler, avec Seiler, mais il va falloir jouer contre ce Berne-là. Hein. C'est clair que le Moser, Chervet en forechecking, on peut aussi encore ajouter Nemeth, tu disais derrière, ils ont 2-3 gaillards qui sont marchands, doit être casse-pied à jouer. Ils ont quand même un buteur suisse avec Lehmann. Baumgartner, c'est un joueur à licence suisse, mais c'est vraiment une jolie équipe. Et on va te rendre aussi. Tu l'as dit depuis un moment, notamment à travers une analyse de newsletter, à travers le podcast, en disant ouais, mais Berne, honnêtement, là en ce moment, ils gagnent pas tout, mais si on se penche un peu sur ce qu'ils font, si on regarde un peu leur match, ils sont pas forcément très bien payés pour le jeu qu'ils ont. Ouais, mais totalement. Et Merellet, début de saison, il avait beaucoup de retard sur ses expected goals. C'était un des joueurs les plus maladroits en zone offensive. Pas maladroit, mais avec le plus grand différentiel entre les buts marqués et les expected goals. Et il finit quand même à 21 buts. Et lui, je me rappelle, tu l'as dit en début de saison. Il avait rien à faire en Suisse. Exact. Que quelqu'un t'avait dit, Merellet, bon là là. Il a rien à faire en Suisse. Du coup, moi, je l'ai suivi, je l'ai pris dans mon hockey manager, puis au bout de 10 matchs où il avait fait 6 points, j'étais là, ouais, bon, c'est bon, quoi. J'aurais peut-être pu le garder encore un petit peu, celui-là. Et ouais, il est quasi à 1 point par match. On a beaucoup parlé de Tcharnik, mais et à raison, parce qu'il finit à 56 points, c'est un super joueur. Il nous a surpris. Autant Merellet, il y avait ce côté, il a rien à faire en Suisse, autant Tcharnik qui débarque, puis on est un peu là, Tcharki. Enfin, on est là, ouais, d'accord. Tu regardes ses stats, tu te dis, il est pas mal, mais c'est pas ça te saute pas aux yeux. Et là, par contre, en le voyant jouer, c'était surtout ça, c'est de dire, ah ouais, non, mais il est bon. Lui, il a du hockey. Et voilà pourquoi... vraisemblablement qui finira à Lausanne. Il ne reste toujours pas été annoncé. Attention de pas t'emballer. Ouais, de toute façon, on reparlera la semaine prochaine de ce duel entre les ours et les dragons dès le quart de finale. Et durant les playoffs, alors on n'a encore pas affiné totalement notre plan de bataille de Colfax, mais normalement, au lendemain de chaque match de Fribourg, on devrait avoir une capsule sur Fribourg-Gotteron pour ceux que ça intéresse. De toute façon, ce sera sur nos réseaux sociaux que vous pourrez suivre l'évolution de notre podcast. Mais vu que Lausanne et Fribourg ont eu le bon goût de ne pas jouer le même soir, on va essayer d'alterner au mieux. Ce qui nous a fait mousser en partenariat avec Dr Gabs. Alors, vous vous rappelez qu'il y a un événement le 11, mardi prochain, en live, on a dit 17h30, 17h45 pour ceux qui sont sur la liste. Et ceux qui viennent un peu plus tard, vous inquiétez pas, les portes ne seront pas fermées. Il faudra peut-être juste marcher sur la pointe des pieds pour pas qu'on vous entende, mais c'est pas très grave, il y a de la place pour tout le monde, toutes les personnes inscrites, même celles qui travaillent et qui peuvent pas venir plus tôt. Nous, on a des contingences avec nos invités, voilà, pour pas pouvoir commencer beaucoup plus tard, mais vous êtes les bienvenus pour la suite et l'après-épisode aussi. On se réjouit de passer ce moment avec vous. Et ce qui nous a fait mousser, c'est la dernière journée de National League, on peut même dire les 2 dernières journées, avec ce scénario fou à Cloton qui arrive à marquer un but à 4 contre 5 dans la dernière minute par Keijo Weibel, je crois. C'était assez incroyable. Mais du coup, samedi, ce qui était génial avec ces différentes barres, c'était d'avoir autant de matchs qui étaient à suivre à un moment, on va dire, même avant le goal de Jensen pour Rapperswil à 59-10, donc à 50 secondes de la fin du 3e tiers. Genève était techniquement en play-off. Ouais, en play-in, pardon. C'était extraordinaire cette fin de saison. Et c'était un plaidoyer pour les 3 barres, comme ce système qui a été introduit lorsque Ajoa a rejoint la National League et a fait monter le nombre d'équipes à 14. Comme tu dis, du suspense partout, de l'intérêt partout. Et finalement, la tête du classement, on était là, Lausanne, ils sont bien où ils sont premiers assurés. Ça nous a vraiment, vraiment
plu et j'ai lu le sondage qui a été fait auprès des joueurs et il y en a quand même une majorité qui serait pour un retour à 12 équipes plutôt que de rester à 14. Et pour moi, c'est une évidence. Cette ligue-là doit avoir 14 équipes. Oui, on peut se poser la question de la présence d'Ajoie, évidemment. Mais par contre, ça veut dire que tu dois enlever une deuxième équipe et t'enlèves qui ? Sur la progression de Cloton depuis sa promotion, il n'y a aucun sens Totalement. de l'enlever. Et après, de rendre la promotion-relégation beaucoup plus poreuse entre les deux ligues, ça me semble être une erreur, dans le sens où descendre d'une ligue, tous tes contrats deviennent caducs, tu peux vraiment casser durablement un club, donc qu'il y ait ces systèmes de barrage, ça me semble légitime, mais même faire passer Ajoie en bas, moi je trouve qu'il y a une différence. En fait, il y a aussi une progression dans ce qu'a fait Ajoie depuis sa promotion, qui fait que ce club mérite sa place en haut. Et finalement, oui, ils ont fini avec 20 points de retard sur Lugano, mais ils sont presque à 1 point par match cette saison. Et s'il y a autant de suspense, c'est pas s'il y a 14 équipes. S'il y en avait que 12, on n'aurait pas vécu cette fin de saison aussi incroyable, j'ai l'impression, parce qu'il y aurait 8 équipes en play-off, 4 équipes en dessous, et on aurait un peu vibré autour de Cloton ou Long, voilà, c'est... Ça aurait été réglé avant la fin. Cloton, Long, Rapperswil, un peu ombré, mais pas vraiment. Et... là, on a vraiment vibré. Nous, on a fait des lives sur le site de Blick aussi pour essayer nous-mêmes presque de suivre le truc. Et voilà, ça crée de l'engagement, ça crée de l'engouement autour de ce sport. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et ces fins de saison, c'est parfait. Moi, j'ai juste un regret mais c'est un regret qui date d'il y a longtemps. Et j'avais posé la question à l'époque où MySports avait repris les droits à Téléclub pour le hockey sur glace. À l'époque de Téléclub, et je salue mon ancien collègue Serge Enberg qui adorait suivre. On mettait un match chacun, alors par exemple un match de Genève, un match de Lausanne, un match de Fribourg, un match de Bienne, et puis en haut sur l'autre télévision on mettait ce qu'on appelait la conférence, ce qui permettait de voir dès qu'il y avait un but qui était marqué dans une journée de championnat, de switcher, et puis après il laissait le match qui était le plus important, puis il changeait en régie en disant tiens, non, là on va partir un moment à Berne pour voir ce qui se passe avec Genève, puis après on va partir tel et tel à un autre endroit pour voir ce qui se passe. Et c'était vraiment ce canal-là. Qu'est-ce que je le regrette, ça fait depuis, je pense, 2018 ou un truc comme ça, que ça n'existe plus. On m'a dit, mais c'est difficile, il faut une régie où il y a quelqu'un qui doit switcher et suivre. Je peux totalement le comprendre, j'aurais imaginé que les Suisses allemands pouvaient le faire, puis à la rigueur, tu t'en fiches que ce soit pas en français, mais au moins d'avoir cette possibilité-là, ça, c'était tellement cool. Et je me dis que sur un match comme ça, où tout d'un coup... le Canal Plus faisait ce multiplex avec la petite musique. Alors, il n'y a pas ça, mais les Allemands le font aussi en Bundesliga. C'est tellement bien. Si on pouvait le retrouver pour la saison prochaine, là aussi, tu crées de l'engouement et tu crées de l'intérêt autour de ce sport. Et je suis persuadé que si tu es fan de Lausanne, tu ne regardes pas forcément ton Zug Lausanne, la dernière journée de championnat. Par contre, si tu as un canal où tu peux voir tous les matchs et voir les déroulés en direct avec un classement évolutif de côté, à mon avis, tu gagnes 2-3 personnes qui, à la place de faire soirée sans hockey parce que leur club est déjà qualifié et ou éliminé, ils sont devant la télé ce soir-là. Donc effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. On parle du Lausanne Hockey Club, le leader qui a terminé la saison avec 97 points. Petit regret, c'est que soit pas juste 100 points. Je trouve toujours cette barre symbolique des 100 points assez jolie à atteindre pour le club qui est premier, on va dire. Et j'ai vu, je crois que c'est Sport.ch qui a fait un truc, les meilleures saisons de chaque club comptable. Lausanne, c'est sa meilleure saison avec 97, et la meilleure saison, c'est 119 points. La meilleure saison de Zug, c'est la meilleure saison ever, et c'est 119 points. 119. Ouais, je crois que c'était la saison, est-ce que c'était 20-21 ou 21-22 Waouh. J'étais là, il faut quand même y aller. Hein. C'était une sacrée domination. Et puis il y avait Berne aussi qui était à 116 ou un truc comme ça. Ça, c'était des toutes grosses saisons. Lausanne, peu importe, au final, ils ont quand même l'avantage de la glace qu'ils aient eu 119, 115 ou 97 points. Ils ont terminé premier. Une fin, je sais pas si on peut dire qu'elle est en queue de poisson. Ce qu'on me dit, ce que j'entends, c'est qu'ils ont quand même pas mal bossé d'un point de vue physique pour être prêt
aussi un peu plus tard. Après, tu me diras, qu'est-ce que tu veux dire pour un peu atténuer le truc? C'est-à-dire, on a beaucoup bossé physiquement pour être prêt pour le moment où ça va vraiment compter. Je peux totalement l'entendre dans les deux bords. Mais une défaite 4-1 le dernier match. Alors 2-0 contre Fribourg. Alors, Lausanne a pourtant poussé, ils ont essayé, hein, mais c'était un match sérieux. C'était un match sérieux. Je pense que contre Zouk, c'était un match sérieux aussi. Il y avait 2-1 pendant très longtemps, puis les deux derniers goals dans la cage vide. Tu peux pas dire ah ouais, ils ont totalement abandonné, puis ils se sont fait battre 4-0, 5-1 où il y a rien à dire. Donc, mais quand tu regardes les petits ronds rouges et les petits ronds verts, c'est juste de se dire terminer de la sorte sur des défaites. Après, ça n'empêchera pas Jeff Ward de dormir. On est bien d'accord qu'il y a tellement de pauses pour pouvoir relancer le truc. Et que... Mais Jeff Ward, après le match contre Fribourg, je ne sais pas si tu étais présent à son interview ou non. Non, côté fribourgeois pour le coup, là. Ouais, ce qui est logique. C'est là que ça a intéressé un peu plus à ce moment-là de la saison. C'est maintenant on va un peu plus s'intéresser à Lausanne, même si je pense qu'on a essayé de le faire le mieux qu'on a pu toute cette saison. Il a quand même un peu dit ouais, si on joue comme ça, on va dans le mur, en gros. Donc il a quand même conscience que les standards de Lausanne HC durant toute la saison n'étaient pas forcément atteints sur ces derniers matchs non plus, mais comme on l'a dit, et je pense qu'on aura les mêmes discours, on va en parler aussi pour Ajoura un petit peu plus tard, c'est quand même humain, j'ai envie de dire, que quand tu connais ton destin, quand tu sais exactement ce qui va se passer, que tu vas être premier quoi qu'il arrive, t'as fait ton job, bah tu souffles un peu. On pouvait parler avec n'importe quel joueur du Lausanne HC depuis le début de l'année. C'est non, mais c'est hyper important. On va jouer. Nous, on commence tous les matchs pour gagner. Et je crois à la sincérité, mais à 100%. Mais le problème, c'est que peut-être que toi, tu joues à 97% pour gagner parce que voilà. Puis en face, ils doivent jouer à 100% pour gagner parce que Fribourg, typiquement, alors Zouk, c'est ou 102%. Et puis toi, tu joues à 100, quoi. Zouk devait aussi gagner quelque chose. Fribourg devait aussi gagner quelque chose. Enfin, avec quelque chose à gagner. Ben voilà, c'est quand on parle des détails qui font la différence, ben on est en plein dedans. Maintenant, il n'y a vraiment pas de quoi peindre le diable sur la muraille, on va dire ça comme ça. Mais voilà, petit warning, et je pense que Jeff Ward saura l'utiliser un peu plus tard. Par contre, on a une certitude concernant Lausanne déjà, c'est que Lausanne ne jouera pas contre Cloton en play-off, vu que Cloton est 7e. Et quoi qu'il arrive, si Cloton sort du play-in, Cloton jouera à Zurich pour un derby zurichois. Ça veut dire que l'adversaire du Lausanne HC se trouve entre Rapperswil, Ambri et Langnau. Dans mon analyse de newsletter à paraître jeudi matin, sauf si je change d'avis d'ici là, mais je crois pas. J'ai déjà commencé, donc il n'y a pas de raison que je change d'avis. Je rank ces équipes-là du mieux pour Lausanne au moins bien. Du meilleur adversaire possible au pire adversaire possible. J'ai déjà fait mon classement en regardant les statistiques, en mettant en avant les points forts de Lausanne et les points faibles de Lausanne et en voyant quelle équipe match le mieux ou est le meilleur sur les points faibles de Lausanne et le moins bon et gère mieux, par exemple, le box-play quand Lausanne a un power-play extraordinaire, etc. Et j'en suis arrivé à mon classement 1, 2, 3 et du coup, je serais bien intéressé d'entendre le tien avant que je donne le mien. 1, 2, 3, donc tu veux dire ce serait du meilleur adversaire possible. Le meilleur adversaire possible, Langnau, je pense. Voilà, moi j'ai ça aussi. Et puis après... Langnau 4-0. Hein. Lausanne a gagné les 4 matchs contre Langnau cette saison. Et contre Rapperswil et Ambri, c'est 3-1. Donc Lausanne a un bilan positif face aux 3 équipes, mais Lausanne n'a pas perdu. Je pourrais imaginer... C'est difficile, j'allais dire, oui, le dernier match de Rapperswil, c'est une victoire, mais... le goal, je crois que c'est Antoine Keller qui est au but. Il se prend un but un peu... c'est le but qui décide finalement de la victoire de Rapperswil. Donc, Ambri m'embête... embête le club contre qui va jouer parce qu'il y a une ligne qui marche super bien. Après, tu muselles cette ligne, est-ce que ça suffit? Allez, je vais dire Langnau le plus simple, Ambri après et Rapperswil au final. Ouais, alors ça se défend, il n'y a pas de juste ou il n'y a pas de faux, hein, c'est complètement... Moi j'ai l'inverse, mais j'ai l'impression que il y a eu ce blocage face à Rapperswil longtemps pour Lausanne, et j'ai quand même un petit peu l'impression que d'avoir enfin gagné une fois contre eux, ça peut avoir fait débloquer quelque chose. Au niveau des gardiens, j'ai quand même un peu plus tendance à croire que Juvonen peut gagner un match tout seul
par rapport à un Niffler, même si je pense que Niffler est un bon gardien. Hein. Nifner Pounenovs, moi c'était un peu ça qui m'a fait dire. Pour tu me diras, Sen Juvonen, c'est solide aussi. Mais... Et aller jouer à Ambry, alors oui. Poncif, mais quand même, aller jouer à Ambry, si c'est un soir où ils sont chiants, et c'est une équipe qui est ultra physique, qui va gratter dans les bandes, qui va mourir, qui va être intense toute la soirée avec des joueurs pénibles, des Grassi, des types comme ça, tu peux t'embêter contre une équipe comme Ambry. À la maison, c'est peut-être un peu plus facile dans le petit jeu tactique de gérer Dido Maillet Kubalik. Si tu prends pas trop de pénalités parce qu'il peut avoir un excellent powerplay, t'arrives à les gérer à 5 contre 5 en matchant bien tes lignes. À l'extérieur, tu sais que cette ligne-là, elle va systématiquement être mise dans de bonnes conditions pour performer et pour avoir un impact au niveau du scoring. Ça peut être un peu plus dangereux. Maintenant, il faut être clair. Quel que soit l'adversaire, et au moment où il faudra faire les pronostics, je mettrai Lausanne gagnant. Je pense que je mettrai par contre un plus gros écart contre Langnau que je ne le mettrai peut-être contre Rapperswil ou Ambry. Actuellement dans ce play-in, donc on disait ça peut pas être Cloton qui joue Langnau. Langnau s'est imposé à la maison 3-1, donc Cloton est dos au mur, donc ça va être intéressant de voir ce match retour. Et Rapperswil est encore plus dos au mur parce que justement nous on parle de Rapperswil et ou Ambry, enfin pas et du coup ou Ambry. Il y en a une des deux qui sera même pas là au deuxième tour vu que le perdant du duel Rapperswil-Ambry sera éliminé. Après le match aller, Ambry mène 2-1, tu me diras c'est déjà pas mal, mais c'est que 2-1. Et vu que le score cumulé compte, ce but de Baragano en fin de match, forcément fait au début de troisième tiers, peut faire un petit peu la différence. Iñaki Baragano, qui s'il joue contre Lausanne avec Jelovac, nous donne quand même 2-3 sujets assez faciles pour les journalistes, donc ça peut tout à fait nous intéresser un derby entre Jelovac, Baragano, Voardou, les Valdo Saint-Gallois. Il y a une question qu'on a eue que tu as émise, en tout cas une réflexion que tu as émise en parlant de Fribourg. C'était est-ce qu'on part à 2-4 ou à 1-5 ? Et le dernier match de Lausanne, normalement cette question on se la posait pas trop. C'était un peu deux défenseurs étrangers, Slenitska, Bayreuther, et Jeff Ward il a décidé juste d'essayer. On l'a pas dit la semaine passée justement. Ça. C'est possible aussi, mais alors aussi des temps de jeu, tu as Bayreuther, il était à 16 minutes 9. Le défenseur qui a le plus joué, c'est Lucas Frick avec 17,45, ce qui est minuscule. Il a vraiment donné, il y avait 8 défenseurs, ils ont tous joué, donc aussi cette profondeur. Je pense que les joueurs sont relativement frais aussi en termes de physique. Et par contre, devant, Oksanen, Raffel, Suomela, Kaun, Perlini, tu te retrouves avec 5 attaquants étrangers. Payuniami qui pourrait revenir, il a été très légèrement blessé sur la fin de saison, et Payuniami en play-off, j'ai envie de le voir. Et du coup, ça t'enlève la quatrième ligne, ça devient une quatrième ligne d'un sacré niveau avec ça, puisque on retrouve évidemment Oksanen, Ria, Suomela. Après, on peut mettre Jäger, Raffel, Boson, Perlini, Fuchs, Kaun, par exemple, ou Rochette. Du coup, Fuchs avec Prassel et puis un Ugly comme quatrième ligne. Ouais, alors après, est-ce que tu as envie d'avoir un Jason Fuchs sur une quatrième ligne ? Évidemment. Je suis pas totalement convaincu. Idem pour un Théo Rochette. Évidemment. Et je pense que ces deux-là devraient être un poil plus haut. Puis tu peux aller chercher dans ta Boson, Jäger, Raffel, ta profondeur là, peut-être. Je dis pas que c'est ce qu'il va faire. Mais si tu joues avec un seul défenseur et 5 attaquants, et l'option est sur la table, c'est sûr. Parce que maintenant, avec Perlini et Kaun, t'as 2 options supplémentaires. Payuniami qui va revenir de blessure, et ce dont tu as parlé, Oksanen, Suomela en santé, il joue. Raffel en santé, il joue, je pense, en play-off. Donc on a déjà 3, t'as de toute façon un défenseur, puis après t'as encore 2 places à disposition. Malgré tout, Lausanne a joué toute la saison avec 2 défenseurs étrangers, et ça passait plus et c'est là où Lausanne était bon aussi. Mais c'est quand même l'impression que j'ai, et je trouverais presque étrange finalement, sous prétexte que t'as reçu, on va dire, un cadeau quasi inespéré le 17 février, tout à coup dire j'oublie tout ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent, mais là, je pense là, si
si à un moment dans les playoffs ça arrive, le 1-5, je l'entends totalement et je pourrais déjà, je pense que ils nous ont suffisamment convaincus pour qu'on soit convaincus de leur choix, le coaching staff lausannois. Mais à un moment donné, je pourrais l'entendre. Je me dis peut-être sur le début des playoffs, tu gardes tes 2 défenseurs étrangers, ils ont beaucoup joué ensemble, ça n'a pas été le cas forcément tout le temps cette fin de saison, mais tu as tes duos Oksanen-Suomela. Maintenant, avec la blessure de Kokkonen, il y avait Kokkonen-Pajuniemi, ça force forcément à changer. Moi, j'ai quand même envie de voir Pajuniemi dès le début de ses playoffs. Je dis pas qu'il va être sur la glace. Kaoun, c'est en même temps c'est un bon joueur, on sait exactement ce qu'il peut apporter. C'est un joueur qui a été bon en playoff. Il vit une saison difficile. Est-ce que tu peux switcher comme ça de... Tu mets Rochette au centre ou Fuchs au centre? Ouais, il y a beaucoup d'options du coup pour Jeff Ward. Je pense que Perlini est le premier à être mis entre parenthèses. Même en play-off? Même en play-off pour le premier match. Je dis pas que j'ai raison. Non, mais... Alors, on part du principe que Pajuniemi est en santé. Ce qui est quand même le prérequis pour faire ces théories-là. Si lui est en santé, pour moi, il remplace Perlini finalement dans ce rôle d'ailier physique qui peut amener justement du poids devant. Et après, tu as Suomela, Oksanen, Raffel, Pajuniemi, les 2 défenseurs étrangers. Et du coup, tu fais quoi? Tu mets Kaoun et Perlini en tribune et tu te dis mais attendez les gars, on était premiers leaders avec ces étrangers-là. Pourquoi maintenant avec Kaoun et Perlini? Est-ce que eux, leur temps viendra plus tard dans les séries? Est-ce qu'à la maison, tu joues avec un seul défenseur et 5 attaquants parce que tu sais que tu vas jouer un jeu plus ouvert, puis à l'extérieur, tu mets deux Mais moi, j'aime pas changer le... Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que le prérequis, tant qu'il n'y a pas de blessés, tant qu'on t'es pas obligé de... T'es pas forcé, on te force pas la main. Je pense que ce serait une erreur de commencer à se dire j'ai ce système-là pour un match sur... le match 1, 3, 5, et puis 2, 4, 6, peut-être il n'y a pas autant de matchs, mais de dire tiens, on switch, et puis on re-switch, et puis on rechange. Puis si tu enlèves certains gars, peut-être qu'en powerplay, ça change aussi, parce que Bayreuther et Sklenicka, normalement, tu les mets un chacun à la pointe, et puis tu composes après avec les autres. Je trouve que ce serait un peu... je sais pas si ce serait de l'arrogance, mais je comprendrais pas le move, en fait. Je trouve que c'est, comme tu disais... On a gagné avec ces gars-là, on va dire pendant le mois de janvier, une bonne partie du mois de février. C'est grâce à ça qu'on a été premier aussi. Pourquoi tout casser, quoi? Ouais, ça se défend totalement. Ça va être intéressant de voir comment Lausanne va se présenter. Mais et surtout face à qui, en fait? Nous, la réponse, on l'aura pas avant lundi soir, quoi qu'il arrive, finalement, parce que même si Langnau venait à sortir Kloten, Kloten peut quand même se qualifier dans le 2e play-in et quand même jouer contre Zurich. Donc il y aura un petit peu de suspense avant la fin de ces play-in et avant les playoffs qui commencent jeudi prochain, et ça peut dire qu'on se réjouit. Terminons cet épisode avec le play-out finalement, le HC Ajoie contre Lugano. On le mentionnait dans les paris sportifs finalement, on parlait un petit peu de Ligue B et tu notais les cotes, et notamment celle de Viège qui mène 3-0 dans sa série face à Turgovie. On rappelle, Viège est la seule équipe encore en lice qui a demandé, qui a l'autorisation de monter en National League. Mais pour ça, il faut avancer, il faudra être champion, en tout cas gagner la Swiss League. Mais c'est un peu à double l'effet, le double effet qui se coule, c'est pour les vieux, ça c'est vraiment très vieux comme référence. On a d'abord, pour que le play-out ait lieu, il faut que Viège aille en finale finalement. Exactement. Et puis après, par contre, si Viège est battu en finale, le barrage n'aura pas lieu. Oui, donc on en est encore assez loin du barrage. Par contre, on est assez proche finalement de cette série contre Lugano. On n'en a pas trop parlé la semaine passée parce que c'était quand même encore très lointain. Là, je pense quand même que du côté de Lugano, ils sont en train de se dire non, s'il vous plaît, on veut pas aller au moins 2 fois pour rentrer jouer les matchs, on veut pas, non. Bien fait. Le Vauclérico, en fait, exactement, ce match. Mais déjà bien fait au passage pour les Luganais. Parce que, non, mais rien contre le club, ni contre. Mais pour cette équipe-là, c'est complètement mérité de devoir jouer, de devoir assumer jusqu'au bout cette saison pourrie. Par contre, du côté d'Ajoie, pour moi, il y a une base qui va, justement, la base qui doit être absolument de retour pour ce play-out, partant du principe qu'il aura lieu.
c'est une assise défensive, parce que ces derniers temps, c'est devenu vraiment, vraiment compliqué. 5 buts à Langnau, 5 buts contre Rapi. Il y a eu un 2-0 contre Lugano, certes. 4 contre Berne, 5 contre Ambry, 5 contre Davos, 4 contre Zurich. Ce qui a fait la force au moment où le HCA était bon, était une équipe normale de National League et qui pouvait tous les soirs avoir une chance, c'est parce que derrière ça tenait vraiment vraiment bien la route. Et là, ces derniers temps, il y a quand même eu vraiment du laisser aller. D'ailleurs, il y a Kevin Fay dans le quotidien jurassien qui disait que il fallait arrêter de jouer du hockey olé olé. Et je suis assez d'accord avec ça, avec ce sentiment. Et évidemment, Kevin Fay en général, on sait, il fait partie de ce dont on peut sans autre prendre à l'interview à la fin du match et savoir que ça va être intéressant. On en a parlé avant avec Arnaud Jacquemet, qui en est également un, mais Kevin Fay, c'est la même chose. Tu sais que tu vas prendre Kevin Fay à l'interview, tu sais que tu auras quelque chose et une analyse sans concession. Et il a raison, c'est que le HC Ajoie est plus assez sérieux derrière, finalement. Et pourtant, quand tu regardes l'équipe, moi, les Pilets, Thierry, Fischer, c'était un peu des gars où tu te disais, OK, ils vont peut-être pas avoir beaucoup de gars offensifs qui vont aller chercher, qui auront cette capacité à se projeter. Mais au moins, défensivement, t'as des types solides. Mais c'est pas tout, quoi. T'as l'impression que c'est au-delà du profil du joueur, ça suffit pas, finalement, pour avoir un... Il faut autre chose, finalement. Ouais, puis ce match à Langnau, c'est assez symptomatique. C'est 4 buts en moins de 6 minutes. Ouais. Ça passe de 0-0 à 4-0 en moins de 6 minutes. 4 buts à égalité numérique. Rohrbach, Allensbach, Sarella, bim, c'est fini. Compte sorti, Tchatcho qui doit rentrer à ce moment-là du match. Ben voilà, il est plié. Et ouais, cette avalanche de buts, c'est quand même justement symptomatique d'une équipe qui est pas en place actuellement. Et comment tu peux remobiliser une équipe? Je pense que finalement c'est le même sentiment que celui dont on a parlé pour le Lausanne HC un peu plus tôt dans l'épisode. C'est qu'à un moment, bah tu sais que tu joues pour plus grand chose, puis que il va falloir rallumer le moteur, on va dire, à un moment. En plus, Ajoie était quand même dans cette espèce d'état d'esprit de peut-être qu'on termine ce soir à Langnau, on sait pas, peut-être qu'à voir. Bah là, on y est quand même clairement. Si ça se trouve, la semaine prochaine, on dira que Turgovie est revenu de nulle part, mais ça semble pas parti pour. Donc, il faudra scoltiner Lugano. En même temps, si on se projette un petit peu, ce dernier match contre Lugano, défaite 2-0 là-bas, avec 2 buts de Turcauf très très tard dans le match, donc, dont un dans la cage vide d'ailleurs, donc il y a 1-0 jusqu'à la 60e. Ajoie fait vraiment pas un mauvais match là-bas, c'est une évidence, mais il va falloir recommencer 0-0, série de 7 là, avec un match là-bas. Moi j'ai un peu tendance à dire c'est ce match 1 qui va donner le ton, dans le sens tu tombes contre une équipe de Lugano où honnêtement je pense que dans la courbe à nord ils vont venir juste pour les insulter à mon avis, et parce qu'il y a peut-être rien d'autre à faire ce soir-là, puis ils ont l'abonnement donc ils disent bon on vient quand même. Et la pression autour de Lugano, si ça se passe pas bien ce soir-là, vraiment ça va être compliqué. Donc je me dis, il y a moyen d'aller là-bas. Et rappelle-toi quand Chaux-de-Fonds jouait Ajoie en barrage de promotion-relégation, comme Chaux-de-Fonds a embêté Ajoie, alors que sur le papier, tu disais, ouais, normalement Ajoie c'est quand même la meilleure équipe, ils devraient s'en sortir. Sur le long terme, ils vont s'en sortir. Mais à court terme, Ajoie a vraiment, vraiment été mal embarqué. Et Lugano peut vivre ça. Sur le papier, je pense que Lugano devrait gagner 4-1, 4-2 assez facilement dans cette série. Ouais. Mais là, on parle pas de papier. Là, on n'est pas sur du hockey manager en faisant de la simulation de quelle est la meilleure équipe. Non, là, on a 2 équipes qui sont à la cave et laquelle va sortir en premier de la cave. Ouais, puis il y a une équipe qui s'attendait à y être, qui était depuis le début de saison. Donc, ils se sont habitués au fait qu'il n'y ait pas de lumière. Lugano, à un moment, ils se sont dit, bon, OK, là, on n'est pas bon au début de saison, mais ça va mieux aller. On va réussir, on va se reprendre. Et finalement, ils n'ont jamais réussi véritablement à se reprendre. On se demandait, Gianni Nazzi, à un moment, assez rapidement, on s'est dit, il faudrait quand même peut-être le changer, non? Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Puis, parce qu'il y avait toujours ce Domenicali qui avait dit, ce sera mon dernier coach. Et puis, on a l'impression que cette phrase l'a poursuivi tout le long, que comme si on lui disait, attention, mon gars, t'as dit que c'était ton dernier coach. Donc, si tu veux être... Soit t'es un monteur, et puis à ce moment-là, on a les Pinocchio du milieu, comme tu nous dis. J'avais dit ça, mais c'était sous le coup de la colère, ou bien j'étais bourré, ou je sais pas quoi, mais là, il pouvait pas se permettre ça.
D'ailleurs, en parlant de directeur J'allais y venir, sportif, j'allais y venir. et effectivement, on a la nouvelle que c'est Yannick Steinmann. Je trouve que c'est une jolie signature, on va dire. On lui laisse pas un club dans la meilleure des situations, on va dire, sportivement, avec ce play-out. Après, de là à imaginer qu'il va devoir reprendre Lugano en Swiss League, il y a un immense pas. Hein. Il reprend le club dans la meilleure des situations. Parce qu'il peut tout reconstruire. Il peut vraiment aller vers Vicky Mantegazza et dire, bon, écoute, là, on a vu, on va dans le mur, tu me fais confiance. À Rapperswil, j'ai été 5-6 ans directeur sportif. Voilà ce que j'ai fait avec cette équipe-là. J'ai construit quelque chose de solide là-bas. On va faire pareil ici, mais par contre, il faudra un tout petit peu de patience. Il y a 2-3 contrats à alourdir, il y a une culture à changer, il y a pas mal de choses à faire. Steinmann, pour ceux qui ne se souviennent pas, a terminé sa carrière à Lugano. Les dernières saisons, il était à Lugano. Ensuite, il est parti du côté de Zug, qui était son club formateur, où il était sur le banc un moment en tant qu'assistant, puis après il est passé dans les bureaux, après il est allé à Rapperswil. Il a passé comment t'appelles ce col là, le petit col qu'il y a entre Zug quand tu veux contourner. Le Hirtzel. Voilà, il a passé le Hirtzel, puis il est allé de l'autre côté. C'est pour les habitués des matchs à Rapperswil et qui veulent s'éviter le merdier à Zurich. Le Hirtzel, Lucerne, Zug, le Hirtzel, Rapperswil, ça c'est pour les vétérans qui en ont connu des bouchons sur la une. Donc ouais, bonne signature. Lugano, ça va quand même amener un petit peu de répit là-bas. Je pense que c'est vraiment smart ce qui s'est passé. Mais tu penses que par exemple, c'est quelqu'un qui peut justement faire confiance plus à un David Ebicher qu'il avait connu d'ailleurs à Rapperswil. Donc est-ce que après c'est le coach qui décide de faire là, c'est pas le directeur sportif, mais c'était quand même une grosse signature du côté de Lugano. C'est un jeune défenseur suisse qui a obtenu un contrat de 5 ans. Très bien payé. On connaît pas forcément la somme, mais on sait que il y a pas de miracle. Hein. On connaît d'autres directeurs sportifs qui étaient dans la négociation et puis qui connaissent la somme. Donc. Voilà. Donc je me dis que là, il y a lui à relancer. Il peut faire de table rase des étrangers. Ça, c'est aussi un bon move. Est-ce que il a été bon sur les étrangers. Tu sais, je me disais aussi, est-ce qu'un Tyler Moy qui a signé qu'une saison à Rapperswil, qui a prolongé que pour une saison, il va se retrouver de nouveau sur le marché? Est-ce que Steinmann va pas se dire, bon, bah, j'ai déjà un bon joueur suisse, viens, mon petit Tyler, en se disant que ce sera pas un problème d'argent. Et puis après, si tout d'un coup, tu peux le mettre avec un Turkauf ou d'autres joueurs, il y en a assez qui ont des contrats assez longs. On l'a dit avec Genève, il faudra se séparer de quelques contrats et peut-être pas hésiter. Lugano, je me demande aussi s'ils vont peut-être pas faire, tu disais, des buy-out, quoi. Ouais, ou des échanges en disant, écoutez, nous, on a lui dont on n'est pas vraiment content. Vous n'êtes pas content de lui. Est-ce qu'on peut pas s'arranger pour faire quelque chose? Sur le plateau des pécalistes, je parlais d'un Tanner Richard que je peux imaginer, j'ai pas d'informations là-dessus, mais je peux imaginer être potentiellement en bout de course du côté de Genève. Si tu dis, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Après, voir Richard tout le monde de Lugano, ce serait quand même assez rigolo. Faudrait peut-être qu'il passe un jour ou deux dans la cour Vanante pour dire bonjour aux gars et puis pour s'excuser, et vice-versa, enfin réciproquement d'ailleurs. Hein. Après, Berti joue bien à Fribourg, après ce qu'on sait, donc pourquoi pas finalement. Oublie pas Brian Zanetti qui a signé à Lugano pour l'année prochaine. Ils sont en train de reconstruire gentiment mais sûrement. Donc voilà, mais la reconstruction commencera par ce play-out contre Ajoie. Et je dois bien avouer que vu qu'on s'est partagé les séries à l'interne à Blick, moi je fais la série Fribourg-Berne. Mon collègue fait la série de Lausanne et la série Ajoie-Lugano est le soir des matchs de Lausanne. Ce qui veut dire que je peux me faire la série Berne-Fribourg plus la série Ajoie-Lugano. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais c'est totalement possible que je me fasse les deux là. Et on est au terme de cet épisode numéro 24, le dernier avant notre épisode en direct la semaine prochaine chez Dr Gabs. On se réjouit d'ailleurs de vous rencontrer à ce moment-là. Pour nous suivre, pour nous poser toutes vos questions, on a essayé d'en prendre une ou deux durant cet épisode. On en a quelques-unes en rab aussi. Ce sera sur nos réseaux sociaux que ça se passe, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On va mettre le line-up peut-être un peu plus tard de notre épisode en direct, et donc pour poser des questions à nos invités, ce sera aussi possible. On se fait volontiers le relais lorsqu'on aura nos invités confirmés.
c'est en bonne voie. Et d'ici la semaine prochaine, on se réjouit de voir les playoffs arriver à grands pas. J'espère que vous aussi. Désolé si vous êtes genevois ou biennois, malheureusement. Ouais, ce sera quand même peut-être chouette les playoffs, j'en sais rien. J'espère que vous suivrez quand même. Et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et bon play-in pour ceux que ça intéresse. À bientôt.